l'émotion associée chez le harceleur au moment où il harcèle, c'est du plaisir. Aucun parent se dit peut-être que c'est mon enfant qui va harceler. Mais c'est fou de se dire que même très jeune, finalement, eh bien, il y a cette notion de plaisir qui puisse être cachée derrière la domination. La première chose, oui, je te crois. Je crois la personne, je crois les jeunes, je crois l'enfant. Salut, salut. Bienvenue dans Histoire extrascolaire, une nouvelle émission que j'ai proposé d'animer pour Histoire Crépue et dans laquelle je propose d'offrir un espace de parole et de réflexion pour les acteurs et actrices de terrain et à destination des acteurs et actrices du terrain, c'est-à-dire les enseignants et les enseignantes, les parents, les ATSEM, les membres du périscolaire, les membres de la communauté éducative et bien évidemment les enfants. En peu de mots, c'est moi et c'est vous, mais c'est surtout tout ce qui forme le nous de Majesté. Et le terrain, c'est d'abord l'école, ce lieu laïque que l'on voudrait remettre au milieu d'un village appelé société. Avant de commencer ce premier numéro qui abordera la thématique du harcèlement, j'aimerais prendre un instant pour rendre hommage à Caroline Grandjean-Pacou, cette enseignante, directrice d'école dans le Cantal qui, le 1er septembre 2025, jour de rentrée scolaire, est décédée par suicide, après avoir subi des mois de harcèlement lesbophobe. Son nom, que nous n'oublierons pas, vient s'ajouter aux nombreux autres noms de personnes et de personnel que ce phénomène et les personnes responsables de son déploiement auront arrachés à la vie, au sein de l'éducation nationale, mais pas seulement. À mes côtés aujourd'hui, 3 personnes extraordinaires pour aborder ce phénomène du harcèlement. Tout d'abord, Emmanuelle Piquet, thérapeute et maîtresse de conférences à l'Université de Liège, dont l'un des sujets d'étude depuis plus de 20 ans est le harcèlement. Nous avons également l'honneur d'accueillir Maï Traoré, née à Bamako au Mali, qui aime dire qu'elle est la numéro 6 d'une fratrie de 9 enfants. Elle est aujourd'hui proviseure du lycée polyvalent Lucas de Néou, spécialisée dans les métiers du verre et du vitrail à Paris, dans le très sélect 5e arrondissement. C'est une femme de conviction qui se bat pour la cause des élèves dans l'éducation. Et elle porte une voix singulière qui relie son parcours, de Bamako à Paris, à son engagement quotidien contre toutes les formes d'injustice et de harcèlement. Enfin, notre troisième invitée de marque, Tania Dutel, comédienne, humoriste de talent, dont les vidéos ne sont pas à montrer à vos enfants, mais dont la présence scénique attire les adultes en grand nombre. Elle parcourt régulièrement la France pour rencontrer le public, et vous pouvez d'ailleurs retrouver ses dates sur ses réseaux. Mais aujourd'hui, c'est à nous qu'elle accepte d'accorder son temps, ses mots et son expérience en tant que personne ayant connu dès l'enfance le harcèlement. Bonsoir à toutes. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Merci à toi. Avec grand plaisir. Écoutez, j'aimerais commencer par une définition du harcèlement, parce que je trouve que c'est important de définir ce dont on parle, surtout lorsque le sujet est si lourd de sens. Alors le harcèlement, selon une définition que j'ai trouvée sur le site du service public, ce serait la répétition de propos ou de comportements ayant pour but ou effet la dégradation des conditions de vie d'une victime. Je vais la répéter pour vous et pour tous celles et ceux qui regardent. Le harcèlement, ce serait la répétition de propos ou de comportements ayant pour but ou effet la dégradation des conditions de vie d'une victime. Qu'est-ce que vous pensez de cette définition ? Est-ce que vous la trouvez plutôt juste ou pas, à compléter ? Que sais-je ? Alors, personnellement, je la trouve trop longue et un peu incompréhensible pour le kidam. Donc moi, je dirais plus simplement que le harcèlement, c'est surtout un rapport de force et d'intimidation. C'est intéressant. Merci. Et vous, Emmanuelle ? Oui, je suis assez d'accord sur cette nuance, c'est-à-dire que je pense que c'est intéressant de l'analyser sur un plan relationnel et pas seulement de dire ça du point de vue simplement du harceleur, ce qui est la définition en l'occurrence du service public. Moi, je trouve que, en tout cas dans notre approche, le harcèlement, qu'il soit d'ailleurs scolaire, conjugal, professionnel ou social, c'est une escalade complémentaire entre un enfant ou un adolescent qui est de plus en plus en position haute, en position de toute puissance, avec une meute ricanante autour, ce qui le rend encore plus puissant, et de l'autre côté, un enfant qui est de plus en plus en position basse, recroquevillé, en souffrance. Et je trouve que c'est cette escalade-là qu'il faut stopper, en fait, d'une certaine manière. Et quand on le regarde comme ça, on a plus une vision interactionnelle du problème. L'interaction, très intéressant. Tania, en tant que
personne concernée, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui a été dit de la définition et des apports qui ont été faits par Maï et Emmanuel? Moi, je suis d'accord avec tout ce que j'ai entendu. Le fait que ça dégrade la vie des gens qui la vivent totalement. Je suis vraiment d'accord avec tout ce qui a été dit dans tout ça. D'accord. Écoutez, je vous propose de chausser mes chaussons d'enseignant remplaçant et de vous mettre au cœur d'une situation vraiment vécue pour que vous puissiez me dire ce que vous en pensez aussi. Est-ce que c'est du harcèlement ou non, finalement? Alors, vous êtes enseignante, en l'occurrence, avec une petite classe, une classe de CP, d'accord? Vous êtes remplaçante. Et vous arrivez dans une école, c'est le premier service de récréation et vous êtes de service. Être de service, ça veut dire être dans la cour. On n'est pas au collège ou au lycée, il n'y a pas d'AED, n'est-ce pas, pour prendre ces services-là. Donc vous êtes dans la cour avec les élèves et une élève de CP, 6 ans, vient vous voir tout d'un coup, vous, pas quelqu'un d'autre, vous, elle vous désigne, elle vient vous voir et elle vous dit ceci. Maîtresse, il m'a encore harcelé, il m'a piqué à la tête. Et sur ce, elle se met à pleurer. Est-ce que pour vous, on se trouve dans le cadre du harcèlement à ce moment-là? Qu'est-ce que vous faites en réalité? Alors, si je peux répondre en premier, moi d'abord je crois l'enfant. C'est-à-dire que la personne qui vient vous voir, qui vous fait cette confiance de vous partager une douleur, une violence, un moment précis qui ne lui convient pas, la première chose, oui, je te crois. Je crois la personne, je crois les jeunes, je crois l'enfant. Ensuite, lorsqu'on a recueilli ce témoignage, ce mot, ces paroles, on se doit ensuite d'accompagner pour vérifier la véracité et lorsque c'est vraiment avéré, agir. Ça me paraît la première étape. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Emmanuel? Oui, alors je suis parfaitement d'accord, évidemment. Ce que je trouve un peu étrange, c'est dans la bouche d'un enfant de 6 ans le mot de harcèlement. Je trouve que c'est un mot extrêmement conceptuel. Je trouve que c'est souvent une répétition en fait, de ce que les parents disent, parce que les parents sont très inquiets. Hein. On est une génération de parents extrêmement inquiétés sur justement les problématiques relationnelles. Mais au fond, et c'est pour ça que je me méfie toujours un peu des définitions, parce que là où je suis parfaitement d'accord, c'est que en fait, ce qui compte, c'est pas que ce soit du harcèlement ou pas. Ce qui compte, c'est qu'il y a souffrance, en fait. Et au fond, il y a parfois des attaques qui peuvent être considérées par les adultes comme des taquineries, des choses pas très graves, et qui au fond génèrent de la souffrance. Et le problème avec les définitions, c'est qu'on a eu des cas là, il y a 1 ou 2 ans, où il y a eu un dépôt de plainte, vraiment parce qu'une adolescente s'est suicidée en l'occurrence, donc on est sur quelque chose d'infiniment grave. Et en fait, la procureure a conclu à un non-lieu parce que ce qu'elle est allée vérifier, en fait, c'est qu'elle n'était pas harcelée au sens de la définition qui est donnée par l'éducation, mais elle était exclue, en fait, de sa bande de copines depuis un certain temps et qu'elle s'en est pas remise. Mais ils ont dit que ce n'est pas du harcèlement. Or, en fait, on s'en fiche que ce soit du harcèlement ou pas. Ce qui compte, c'est que cette jeune fille a disparu. Et je crois qu'il faut faire attention parce que sinon, à trop vouloir cadrer, on oublie qu'au fond, le point fondamental, c'est que nous, communauté adulte, on doit être là lorsqu'il y a souffrance, quelle que soit cette souffrance relationnelle en l'occurrence. Absolument. Tania, est-ce que ça vous évoque quelque chose? Alors là où c'était un peu compliqué, c'est que donc je suis maîtresse remplaçante, c'est la première fois que j'y suis. Absolument. Et donc il m'harcèle, donc moi je ne sais pas qu'elle ait déjà harcelé cette petite, donc déjà c'est compliqué. Et pourtant c'est vous qu'elle a choisi. Je suis en train de partir sur mon enquête là, donc j'essaie de reprendre. Bah non, mais je lui pose plus de questions sur est-ce qu'il a déjà fait quelque chose, et ensuite je pense que je convoque les parents le soir. Direct à l'échelon aux convocations. C'est intéressant, oui. Mais dans les 3 discours que vous avez portés là, j'ai trouvé intéressant le fait que finalement vous allez aussi à la recherche d'informations. Au-delà du fait que effectivement prendre la parole de l'enfant à cœur, lui apporter le soutien nécessaire, mais aussi aller un peu plus loin et essayer de savoir ce qu'il en est. Alors en tant qu'enseignant concerné, parce que c'est une situation véritablement vécue, je peux vous dire ce que vous auriez trouvé si jamais vous avez mené votre enquête. Vous auriez compris qu'en fait l'enfant qui a piqué cette petite fille qui est venue vous voir est un élève qu'on pourrait considérer comme étant turbulent, c'est vrai. Il n'en est pas à son coup d'essai. Pour autant, c'est la première fois qu'il s'en prend à cet élève-ci.
c'est la première fois qu'il s'en prend à cet élève-ci, mais en allant un peu plus loin, eh bien en fait, je me suis rendu compte que cet élève avait alors été piqué par cet enfant, par ce garçon, était un peu plus tôt insulté par une autre, s'était fait bousculer par un autre, et avait même été puni par un enseignant qui, probablement, en avait eu assez d'entendre le nom de cet jeune enfant revenir à de multiples reprises dans ses oreilles. Parce qu'on a aussi ce biais-là, en tant qu'enseignant, et parfois, si on voulait aller plus loin en tant que parent, de se dire, si jamais on me parle trop souvent de toi, peut-être que tu es un tout petit peu responsable de ce qu'il se passe. Et par conséquent, de trancher, en fait, parce que pour X ou Y raison, on n'a pas le temps, et malheureusement, de punir l'enfant qui pourrait être harcelé. En tout cas, les informations seraient celles-ci. Et je trouvais intéressant de commencer par ça, parce que je trouvais, peut-être à tort ou à raison, on dirait ce que vous pensez, Emmanuel, en tant que spécialiste, et vous aussi, si jamais vous avez une opinion, qu'en fait, j'ai l'impression qu'on oublie parfois la portée collective du phénomène. Et on a tendance à opposer le harceleur, la personne harcelée, en oubliant qu'il est possible que chacun, chacune, par des actions individuelles, soit finalement porteur du harcèlement. Parce que c'est la portée répétitive, je crois, qui importe le plus. Au-delà du fait qu'évidemment, l'enfant et son ressenti soient extrêmement importants et qu'il faille lui apporter son soutien. Qu'est-ce que vous en pensez ? Déjà, la pauvre, elle a aussi subi de l'injustice. Absolument. De la part du professeur en ayant été punie. Et oui, c'est effectivement l'effet de groupe qui est compliqué, parce que peut-être que il y en a d'autres qui pouvaient aussi se faire embêter, qui se sont dit, bon, c'est la cible parfaite, et si je pars aussi pour l'embêter elle, je vais peut-être être aussi un petit peu tranquille. Il y a peut-être aussi un cercle vicieux dans tout ça. Ça peut être le cas, effectivement. Oui, ce rapport violent. Alors, je reviens juste sur ce que tu disais sur l'étonnement d'employer le mot harcèlement. Moi, je pense que dans la génération actuelle, dans notre jeune et nouveau siècle, il y a quand même une vulgarisation de ce mot. Ce terme, il est rentré très facilement dans les cours de récréation. Depuis plusieurs années maintenant, on peut faire le constat de cela. Donc, ce n'est pas étonnant qu'à 6 ans ou même plus petit encore, on ait ce mot dans la bouche et qu'on puisse l'employer. Maintenant, l'effet, même si c'est un individu isolé, plus un autre individu isolé, puisque c'est la situation que tu décris, n'est-ce pas, ajouté à un adulte qui, effectivement, sans doute, pris par d'autres obligations, s'est senti dans une forme d'obligation de punir pour pouvoir stopper, peut-être, la demande ou la recrudescence d'alerte des adultes, parce qu'en plus, tu es nouveau, tu viens d'arriver. Donc elle s'est sans doute dit, c'est un nouveau personnage dans la cour qui ne me connaît pas, qui ne connaît pas l'historique de l'établissement, donc je vais pouvoir m'en faire un allié. Il ne faut jamais oublier cet aspect-là de se faire un allié. Moi, j'ai une confiance absolue dans les jeunes, dans les enfants. J'ai une confiance absolue dans mes élèves parce que je pense qu'ils sont beaucoup plus fins, ils sentent, ils flairent très facilement comment ils peuvent se trouver des alliés ou comment ils peuvent aller alerter pour avoir de l'aide, en tout cas signaler une situation. Mais de ce que j'entends, à toute évidence, il y a du harcèlement multiple. Pas d'une personne qui fait un acte répétitif et constant, mais il y a un rapport multiple au sein de cet établissement et dans cette cour de récréation sur cette personne-là. Donc on est encore une fois dans un rapport de force et d'intimidation, que ce soit du collectif ou de l'individuel, qui est au détriment de l'individu qui est agressé. Et ça, il ne faut jamais l'oublier et le sentir. Mais ce n'est pas évident toujours. Jamais. Donc on a besoin là-dessus, du coup, d'avoir effectivement de l'aide, des spécialistes, des pratiques, des situations, pour pouvoir vraiment en être alerté. Absolument. Et des regards extérieurs qui peuvent nous apporter il me semble. D'autres informations sur notre pratique. Qu'est-ce que... Je t'ai passé sur le vouvoiement machinalement, mais si ça vous va, je vais switcher et je vais vous tutoyer parce que c'est ce qu'on s'était dit. Emmanuel, qu'est-ce que tu en penses ? Ce que je pense, c'est que il y a dans les cours d'école, de collège, de lycée et ailleurs, on l'a dit, des personnes qui sont en vulnérabilité
et elles sont en vulnérabilité. Alors soit parce qu'il y a eu des événements extérieurs, voilà, un enfant qui a perdu voilà, un être cher, ou voilà, toutes sortes de choses qui peuvent en effet nous rendre vulnérables à un moment donné, les rendre vulnérables à un moment donné. Et ce que je crois, c'est que quand cette vulnérabilité est très visible, précisément parce que, justement, comme tu le disais très bien, à un moment donné, on voit que c'est une enfant qui est bousculée à certains moments et qu'il ne se passe pas grand-chose, en fait, et ben on se dit, c'est en effet une cible tout à fait adéquate. On s'autorise. On s'autorise, parce qu'en effet, il n'y a pas de risque, Bien et sûr. puis parce que ça donne un sentiment de puissance, hein, de pouvoir, en effet, s'attaquer à quelqu'un d'autre. Et donc, je crois que c'est en fait ça, ce qu'il faut qu'on voit, c'est comment est-ce que nous, en tant qu'adultes, on vient étayer ces enfants vulnérables, les rendre moins vulnérables, parce que vraiment, en amont des faits de harcèlement, ce qu'on constate vraiment énormément en clinique, nous, c'est il y a toujours une forme de vulnérabilité. Et en fait, on en parlait, les facteurs de risque tels qu'ils sont en tout cas définis par la science pour l'instant, ils sont plutôt liés à des faits comme par exemple le surpoids, qui est clairement un facteur de risque pour du harcèlement. Et si on prend cet exemple-là, que je trouve tout à fait passionnant, comment ne pas être vulnérable quand on est en surpoids dans un environnement grossophobe. Donc il y a aussi une vulnérabilité systémique, en fait, d'une certaine façon. Et je pense que vraiment l'idée, c'est comment est-ce qu'on fait pour qu'on renforce ces enfants-là, pour que le système, dans tout ce qui peut avoir de tout à fait méprisant, enfin violent, ne joue pas ce rôle-là, comme ça a été le cas pour cette directrice d'école. Ce que tu dis là me fait soulever une réflexion, plutôt une question, à savoir, est-ce que, parce que tu as parlé de système, grossophobe, comment ne pas finalement être dans une posture de vulnérabilité, dans un environnement qui nous rend vulnérables, ou qui nous renvoie cette image-là. Est-ce que dans un environnement où on sait que la grossophobie existe, où le racisme existe, où le sexisme existe, est-ce qu'il existe des publics, et là je pose la question vis-à-vis de la pratique que toi tu as depuis 20 ans, est-ce qu'il existe des publics qui seraient plus ciblés par le phénomène du harcèlement, qui seraient potentiellement plus des cibles, en fait? Est-ce que des enfants seraient potentiellement plus vulnérables? Oui, donc vraiment les 3 facteurs de vulnérabilité accrue, le premier, c'est le surpoids. Le deuxième, c'est l'appartenance à une minorité sexuelle. Et le troisième, c'est le handicap, malheureusement. Donc on voit bien, en fait, que au mois de septembre, il n'y a pas de harcèlement. C'est absolument incroyable, c'est-à-dire que c'est totalement saisonnier comme hobby, en fait, visiblement. Pourquoi? Parce qu'en septembre, les harceleurs observent, en fait, qui justement est vulnérable, et ils le pressentent, en fait. C'est-à-dire que c'est pas... On a fait cet exercice de montrer une photo avec 5 gamins, 5 collégiens à des adultes, voilà, même des professionnels, hein, de l'éducation nationale, en leur disant, à votre avis, lequel de ces 5 est harcelé? Et donc, c'est assez équitablement réparti. Donc, ils disent, elle, parce qu'elle a des lunettes, lui, parce qu'il est roux. Enfin, une sorte de poncif tout à fait intéressant. Et donc, c'est équitablement réparti. Et donc, il y a 75% des gens qui se trompent, en fait. Quand on montre cette même photo à des collégiens, ils disent, c'est lui. Et quand on dit, pourquoi c'est lui? Ils disent, parce que ça se voit. Donc, ils ont un radar, mais c'est invraisemblable. Ils ont un radar pour déceler qui est vulnérable à un instant T. Ils ne savent pas forcément pourquoi, mais ils sentent. Et puis après... ils vont tester, en fait, pour voir si c'est sur ce sujet-là ou sur ce sujet-là qu'en effet la personne est vulnérable. Si en effet le feedback de la personne ainsi attaquée dans un premier temps, c'est en gros de se recroqueviller, d'être extrêmement mal ou d'exploser, hein, parce que c'est aussi une façon qu'ont les enfants harcelés de réagir quand c'est beaucoup trop dur, ils se disent ça fonctionne. C'est ça, malheureusement. Hyper intéressant le truc de la photo. Ouais. N'est-ce pas? Ouais. Tania, moi j'ai envie de te poser une question à toi. Est-ce que ça t'évoque quelque chose? Parce que lorsqu'on a échangé dans les coulisses de la grossophobie. Exactement. Et oui. Mais je veux juste revenir sur un truc qui me refait penser encore à un autre truc que tu viens de dire. J'ai lu un livre il y a quelques années. Moi, j'aime bien apprendre sur les relations entre les humains. Et j'avais acheté un livre qui s'appelle Rivalité entre filles. Dedans, donc, je lis une femme qui témoigne et qui dit que quand elle était plus jeune, elle se faisait harceler tout le temps par une autre fille. Elle vivait l'enfer. Ellipse dans le temps, la fille qui se fait harceler devient connue. La fille qui la harcelait lui envoie un courrier pour lui présenter ses excuses et dire « Voilà ce que moi, je vivais dans mon foyer. En fait, je me faisais fracasser par mon père. Et donc, je t'ai mis plein de trucs sur toi. » Et je trouve ça aussi intéressant. C'est que le harceleur, parfois,
et aussi une victime chez lui. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut regarder. Absolument, et qui est difficile à entendre, je crois, surtout lorsque les personnes concernées ont un certain âge. C'est-à-dire que si on imagine 2 enfants très très jeunes de 6 ou 7 ans qui sont dans ces situations-là, je crois que dans l'imaginaire collectif, on est pris plus facilement d'empathie. Il faudra d'ailleurs revenir sur ce que c'est et si jamais ça s'apprend ou pas, parce que dans les programmes scolaires, l'empathie est arrivée. Mais je crois que lorsqu'on est face à des adolescents ou des jeunes adultes, on a beaucoup plus de mal à entendre que finalement le bourreau puisse aussi être victime quelque part de quelque chose. D'ailleurs, dans les lois récentes sous le gouvernement Attal, ce qu'il a été décidé de faire, c'est de déplacer l'enfant qui serait harceleur d'un établissement à un autre. Et ça me fait vous poser cette question-ci, à savoir, qu'est-ce que vous en pensez en réalité? Est-ce que tu as déjà reçu des élèves qui avaient été exclus de leur établissement? Est-ce que tu as déjà eu à exclure des élèves qui étaient harceleurs ou, à contrario, à recevoir des élèves qui avaient été harcelés? Comment est-ce que c'est passé? Est-ce que ça permet vraiment, d'après votre pratique, de mettre fin au phénomène de harcèlement ou en tout cas de le diminuer? Alors, en tant que chef d'établissement, je protège la victime et le harceleur, c'est lui qui doit être dans la crainte. Mais juste une parenthèse pour revenir sur ce que Emmanuel vient de dire. Le mois de septembre, c'est le mois du guetteur. Voilà, c'est le mois du guetteur dans la cour de récréation, dans les couloirs et au sein de l'établissement scolaire. Et c'est aussi à ce moment-là que nous, adultes, nous devons d'avoir une vigilance accrue au niveau notamment des salles de classe où, lorsque les premières prises de parole ont lieu, on voit quelques ricanements, on entend quelques ricanements, quelques moqueries, et c'est là qu'il faut qu'on garde toute notre vigilance. Mais pour revenir dans des situations de harcèlement que j'ai pu observer, j'ai beaucoup de chance. Dans l'établissement actuel que je dirige, je n'en ai pas. Donc c'est une chance, mais c'est lié aussi à un contexte. Je pose ça là, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et depuis 30 d'années où j'exerce en tant que surveillante, enseignante, chef d'établissement adjoint et maintenant chef d'établissement, j'ai eu à observer le phénomène dans sa croissance. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même une évolution croissante du phénomène de harcèlement. Et ce qui est maintenant à prendre en compte, ce n'est plus déplacer celui qui est victime de harcèlement en lui disant « pour te protéger, on va te changer d'établissement scolaire, on va t'amener ailleurs, donc on va te retirer de ton environnement, de ton lieu, alors que tu n'as rien demandé ». J'estime que là, on est dans de la double peine et ça, c'est affreux. Ça a eu un temps à exister. Maintenant, nous sommes revenus à quelque chose de beaucoup plus concret, où c'est réel, à mon sens, où c'est celui qui harcèle, qui est reconnu comme harceleur, qui est effectivement, avec sa famille, absolument déplacé du lieu où il a sévi, où il y a eu de la maltraitance, mais accompagné. Parce que déplacer le problème pour mettre un élève de l'école A à l'école C, en disant « c'est bon, nous n'avons plus devant nos yeux ce harceleur, cette situation problématique et tout va bien », c'est une erreur. C'est une erreur majeure, fondamentale du système scolaire et on se doit justement d'accompagner de l'autre côté. Mais sur le moment, justice doit être rendue. Et au sein des établissements scolaires, les enfants sont très attentifs à la justice ou à l'injustice. Et ça peut faire tache d'huile au sein des établissements scolaires pour jouer sur ce qu'on appelle le climat scolaire. J'entends. Comme on connaît. J'entends. Emmanuel, qu'est-ce que tu en penses? Oui, alors, moi, ce que je constate en clinique, c'est que la plupart du temps, lorsque le harceleur est déplacé, les faits de harcèlement perdurent. Ils sont délégués à d'autres. Et en plus, les nouveaux harceleurs se servent comme motif de harcèlement, ils se servent de l'exclusion du harceleur en disant à cause de toi, il a été viré, etc. Donc je pense vraiment que c'est une fausse bonne idée. Et par ailleurs, si je peux me permettre. Oui, et par ailleurs, je voudrais revenir sur un point très important, je trouve, qui est étayé par les études les plus récentes et qui est très important parce que je pense qu'il y a quelque chose un peu d'illusoire là-dedans, c'est que les études montrent que les enfants harceleurs ne sont pas en souffrance.
de façon statistique. Je ne dis pas que cette jeune femme ne disait pas la vérité. On constate souvent que les harceleurs expliquent quand même que ce n'est pas exactement de leur faute, c'est parce qu'ils ont eu en effet des moments difficiles, parce que ça atténue quand même un peu la culpabilité. Ouais. Mais en réalité, c'est un échantillon d'adolescents et de préadolescents qui va plutôt mieux que la moyenne. C'est-à-dire qu'ils ont moins d'attaques de panique que les autres, ils sont plutôt mieux dans leur peau. Et, autre point hyper intéressant, ils n'ont pas de déficit d'empathie. C'est-à-dire c'est véritablement des sacs à merde, en fait. C'est-à-dire que, oui, enfin on peut le dire comme ça, okay. C'est-à-dire qu'ils ont... C'est une génération, et ça fait bien deux, trois générations que ça dure, mais c'est encore plus fort en ce moment en effet, qui a une peur panique à l'idée d'être harcelée. Moi qui suis une vieille personne, je n'avais pas cette angoisse-là. Je veux dire, en CM2, moi, ma seule angoisse, c'était de ne pas me retrouver dans le collège parce que j'ai un mauvais sens de l'orientation. Aujourd'hui, les enseignants en CM2, les PE en CM2, ils sont en permanence en train de travailler là-dessus parce que les gamins sont hyper inquiets. Donc on a une espèce de halo d'inquiétude très fort sur toute cette génération qui est un peu prête à tout pour ne pas être harcelée. Or, harceler, c'est une bonne façon pour ne pas être harcelé en fait. Hein. C'est très cynique, c'est immoral et c'est horrible. La deuxième chose qui est un impensé et qui est hyper difficile à entendre, on en parlait avec Mohamedou, mais c'est que l'émotion associée au harcèlement, chez le harceleur, au moment où il harcèle, c'est du plaisir. C'est un plaisir de toute puissance, c'est un plaisir narcissique, de domination, parfaitement qualifié de pervers. Hein. C'est vraiment cette perception qu'ils ont de l'impact qu'ils ont sur l'existence de quelqu'un d'autre. Et quand on les entend parler en fait des années plus tard, ils racontent ça très bien en fait. Ils disent je savais que c'était horrible, mais je ne pouvais pas m'en empêcher parce qu'il y avait un espèce de plaisir horrible à faire ça, quoi. Et donc tant qu'on n'a pas, enfin c'est un peu un impensé institutionnel. Quand on a compris ça, on se rend bien compte que dans cette escalade dont je parlais tout à l'heure, lui, en fait, il n'a aucun intérêt à redescendre. Lui, en revanche, il a tout intérêt à remonter. Et c'est pour ça que moi, avec mes équipes, ce que je fais depuis 20 ans, c'est de m'asseoir accroupi à côté des enfants harcelés pour les aider à, en effet, rétablir cette relation. Parce que je crois que quelqu'un qui se sécurise et qui éprouve du plaisir, il n'a aucune raison de changer quoi que ce soit dans son comportement. Alors effectivement, je suis là en tant que professeur des écoles, et alors qu'on se l'est déjà dit, c'est vrai, en préparant, ça me renvoie à une espèce de fragilité en fait, en se disant mais c'est fou de se dire que même très jeune finalement, eh bien, il y a cette notion de plaisir qui puisse être cachée derrière la domination. Mais je crois que tu voulais dire quelque chose et ensuite j'ai une autre question pour vous. Ce plaisir de domination, il est humain. Malheureusement, l'homme est un loup pour l'homme et il y a toujours cette envie de vouloir dominer l'autre et d'avoir ce plaisir d'observer comment on a pris l'ascendant sur l'autre. Et c'est ça qui est à observer au sein des établissements scolaires et à arrêter. Mais l'arrêter comment ? Il n'y a pas de baguette magique. Ce que Emmanuel disait tout à l'heure, en sachant que si celui qui harcelait est exclu de l'établissement scolaire, les autres pourraient s'en prendre à lui. Oui, ça s'est vu dans certaines situations d'établissement. Mais en même temps, agir ou ne pas agir. Vivre sous le sceau de la crainte et de la peur en se disant si nous faisons quelque chose, nous allons l'exposer. C'est ce qui a dominé dans énormément de familles et chez énormément de jeunes qui se disaient mais en fait, plus je vais parler, plus je vais être exposé. J'ai eu à recueillir dans mon bureau lorsque j'étais CPE. Parce que lorsque les CPE dans les établissements scolaires, c'est le bureau où ce n'est pas de la pédagogie, ce n'est pas non plus la direction, donc c'est un lieu neutre où il y a de la vie scolaire, où il y a de l'animation. Et d'ailleurs, notre système scolaire peut se féliciter d'être le seul en Europe à avoir ce corps de métier qu'est les conseillers principaux d'éducation et un service scolaire qui s'appelle la vie scolaire. Et c'est une vraie chance dans le système scolaire français qu'il faut quand même saluer. Maintenant, pour revenir, lorsque j'étais CPE, j'avais des élèves pendant les récréations qui se réfugiaient dans mon bureau et qui n'allaient pas prendre ce quart d'heure de récréation parmi leurs camarades. Et ça, c'est déjà une alerte, c'est un signal. C'est un signal fort. Et ensuite, lorsque ce jeune, cet enfant a confiance en l'adulte en face, eh bien, il ose amorcer
ses propos en disant « voilà ce qui m'est arrivé » ou en montrant son téléphone en disant « voilà la situation dans laquelle je suis ». Je vais vous donner une anecdote. Une jeune élève de première, elle avait une relation amoureuse avec un autre camarade de classe et quand elle a voulu rompre, eh bien, le jeune homme je nommerai même pas ce genre d'individu, mais Tania trouvera un adjectif à adapter, je trouve. Goujat serait... Sacrée merde. Voilà. Donc, on reprend. Il avait filmé leurs ébats et il avait quelques images pour pouvoir faire pression sur elle. Et elle s'est sentie en confiance pour venir me le dire et me montrer les échanges de SMS. Voilà ce que je vis en ce moment. Et le jeune homme est dans ma classe, un an en classe d'examen, un an au lycée. Alors, il y a deux solutions. Soit on lui dit, ben, c'est pas grave, on va essayer de faire ça, ce qui n'est pas du tout ma manière de faire. Donc, on prend les images que le jeune homme envoie, la preuve, et la meilleure des choses, c'est d'alerter les parents, de leur informer, mais surtout d'accompagner la jeune fille à l'école et porter une plainte séance tenante, avec les preuves et le numéro de la personne. Et elle en avait peur. Elle me disait, mais si jamais je fais ça, je suis foutue, c'est fini pour moi. De toute façon, il a beaucoup de copains, je vais être... Elle était apeurée quand elle est venue me voir. Et là, encore une fois, je te crois. Je te fais confiance. Et en plus, on avait des preuves, puisqu'il y avait des échanges et ces images-là. C'est du chantage, pas plus ni moins. C'est vraiment inapte. Enfin, je ne sais même pas comment dire, j'ai de l'émotion là, c'est indescriptible de vivre ça quand on a 17 ans, de la part de son petit copain, qui a eu cette idée de filmer les ébats et qui a voulu prendre en otage lorsqu'on veut partir. Combien de femmes et de jeunes filles vivent ça dans l'entrée de leur sexualité? Ça vous dégoûtait à jamais. Donc, moi, j'ai été absolument émue, touchée de la confiance qu'elle a pu me faire et je l'ai accompagnée, mais accompagnée de bout en bout. Donc lorsque les parents ont été informés et que la plainte a été instruite, posée puisqu'elle est mineure et que c'est les parents qui ont porté plainte, en tant qu'institution de l'école, j'ai porté plainte également parce que ça s'est passé dans mon lycée. Et il fallait que ça se sache. Et une fois que c'est là, on a convoqué les jeunes dans mon bureau pour vraiment tirer au clair cette situation. L'entendre, je veux bien, hein, voilà. Mais je fais confiance à mon élève, je l'entends. Le jeune homme a eu l'honnêteté, je dirais, de reconnaître qu'il avait effectivement envoyé ses photos et qu'il avait fait un chantage. Il a joué celui qui était un petit peu désolé, mais je n'en croyais pas un mot. On ne peut pas être désolé. Et ses parents étaient absents, donc peu présents. Ses parents, bien évidemment, ont été convoqués aussi, mais ses parents ont été très absents et très en retrait parce qu'ils n'étaient pas du tout présents à ce moment-là. C'était un jeune qui était un peu livré à lui-même, j'entends. Mais l'acte et ce qu'il a voulu faire, pour moi, est condamnable. Et donc, il a fallu aller jusqu'au bout du bout. Et aller jusqu'au bout, c'est aller à la plainte, suivre la plainte et faire en sorte que ce jeune homme puisse être condamné. Voilà. Et ça a permis à un moment donné de se savoir aussi dans l'établissement scolaire que ça s'était fait. Donc ça s'est su. Et ce n'est pas la jeune fille qui a baissé la tête. Absolument. Et ça, c'était important pour moi qu'elle ne baisse pas la tête. Et c'était à l'occasion de faire rentrer des associations qui pouvaient effectivement échanger, nous accompagner et libérer la parole de certains jeunes dans les mêmes situations. De garçons, pareil, hein, dans leurs relations, qui peuvent être dans la même situation, du chantage. Il y a beaucoup de choses à dire, je crois, ne serait-ce que sur la confiance, ou sa construction en tout cas. La confiance en l'adulte. La confiance à l'adulte, mais qui se crée sur le temps. C'est-à-dire que autant le harcèlement est quelque chose qui est répétitif, autant pour tisser un lien de confiance, il faut aussi du temps. Voilà. Si jamais cette jeune fille a pu venir te voir, c'est parce que sur le temps long, peut-être qu'elle a observé qu'elle pouvait te faire confiance. Il y a aussi beaucoup de choses à dire sur le fait que... parce que par rapport à vos propos respectifs, mais par rapport à ce que toi tu as dit, j'ai envie de te poser la question à toi, Tania, à savoir comment est-ce que ça s'est
passé pour toi. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, Maï, on est à l'heure où il y a une espèce de changement de paradigme finalement. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, on déplace le harceleur là où, fut un temps, c'était la personne harcelée qui devait s'en aller avec tout le stigmate que cela a. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi? Donc oui, par rapport à ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est que où effectivement les jeunes aujourd'hui pensent au harcèlement et leurs parents pensent aussi au harcèlement. Alors moi, je ne suis pas parent, je n'ai pas d'enfants. En revanche, j'ai beaucoup de gens qui ont des enfants autour de moi et il y a quand même des témoignages que je vois revenir beaucoup. C'est les parents qui disent à leurs enfants, si tu te fais harceler à l'école, il faut que tu en parles à la maîtresse, au maître ou à papa ou à moi. C'est les premiers trucs. Je n'entends jamais de témoignages de parents qu'ils disent à leurs enfants qu'ils ne doivent pas harceler les autres. Donc les parents sont terrifiés à l'idée que leurs parents puissent se faire harceler. Aucun parent se dit peut-être que c'est mon enfant qui va harceler. Statistiquement, vu le nombre d'enfants qui harcèlent, ils ont des parents, ces enfants. Donc il y a des parents qui... et ça, je trouve ça dingue. Et comme la rentrée des classes, grande mode, parce que les influenceurs adorent mettre leurs enfants aussi sur les réseaux. Sinon, à quoi ça sert? Donc, où ils les filment en train de leur dire que si y a quelqu'un qui a un t-shirt troué ou quoi aux caisses, il ne faut pas se moquer, il faut lui venir en aide. S'il y en a qui le tapent ou qui le harcèlent, il faut lui venir en aide. Mais ils ne disent pas, toi, tu ne l'embêtes pas. Ils disent juste, il faut que tu lui viennes en aide. Mais il n'y a jamais ce truc de ne le fais pas. Donc voilà, je ne sais pas, mais... Pardon, j'ai l'impression que c'est pertinent ce que je viens de dire. Ça l'est. Et tu me disais autre chose justement par rapport à certaines remarques autour de toi de parents vis-à-vis de leur enfant lorsque, et je te laisserai reprendre la parole, lorsqu'ils ou elles avaient appris que l'enfant harceleur, c'était le leur. Ouais, bon, là, on était sur une crèche, donc c'était pas... c'était très petit, mais donc voilà, quelqu'un que je connais va chercher son enfant, donc la personne de la crèche veut lui parler. Tout de suite, elle comprend qu'il y a une histoire de harcèlement, elle a peur pour son enfant, et en fait, elle découvre que c'est son enfant qui a embêté un autre enfant, et là, elle a eu un truc de soulagement de « c'est pas mon fils qui se fait embêter ». Et je me dis « ah !» Ouais, problématique quand même. Parce qu'après, elle ne l'a pas disputé en disant « attention, il ne faut pas faire ça ». Juste, elle était soulagée que son fils ne se soit pas fait harceler. Je me dis « ouais, il y a quand même des soucis encore ». Oui, alors, je pense qu'il n'y a aucun parent au monde qui peut imaginer que son enfant est harceleur. Parce que dans l'imaginaire, parce que c'est vraiment de l'imaginaire, on se dit, en fait, si cet enfant harcèle, c'est que ses parents sont un peu psychopathes, quoi, sur les bords. Parce que franchement, voilà, si tu es bien éduqué, tu harcèles pas. Ouais. C'est faux. C'est-à-dire qu'en fait, les chiffres sont assez clairs là-dessus. C'est vraiment pas lié à quoi que ce soit au niveau parental, en fait. Hein. C'est-à-dire que c'est très équitablement réparti, malheureusement, chez les harceleurs. Un peu comme, d'ailleurs, la violence conjugale, hein, qui est totalement équitablement répartie dans le territoire. Et donc, en fait, ce que font les parents, souvent des harceleurs, et là, je partage parfaitement. C'est-à-dire qu'il y a cette idée-là. OK, on me dit qu'il harcèle. D'abord, il ne se fera pas marcher sur les pieds. Déjà, ça, c'est une première chose. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Et puis après, ça ne doit pas être aussi clair que ça. Parce que c'est inaudible. Je veux dire, même dans une série totalement moisie, tu ne peux pas voir une mère qui dit à une autre « Merci trop de m'avoir dit que mon fils était une grosse crevure ». Ça n'existe pas, en fait. Ah bah, Luca Magnotta, son fils, enfin, il a dépecé quelqu'un, mais sa mère dit toujours que ce n'est pas lui. Voilà, hein. c'est ça. Oui, donc, bah oui. Donc, on est en effet dans cette problématique-là. Oui. Et donc, je reviens sur ce que tu disais, c'est-à-dire que, en effet, vraiment, l'institution dit beaucoup aux enfants et aux adolescents harcelés, il faut que tu en parles à un adulte de confiance, donc voilà, ton père, ta mère ou des gens de l'équipe éducative. Et là, les chiffres sont assez éloquents également. Une chercheuse vient de mettre en exergue le fait que 64% des collégiens considèrent que les adultes sont incompétents en matière de lutte contre le harcèlement. 64%. Donc on est dans un échec collectif. Je veux dire, vraiment, on n'a pas réussi du tout à accompagner les enfants de part et d'autre pour qu'en effet ce fléau diminue. Donc oui, je crois que c'est... alors ça change, c'est-à-dire que moi, depuis 20 ans et jusqu'à il y a 3 ans, je n'avais jamais reçu en consultation de harceleur. Jamais. C'est-à-dire que quand on me dit que ces gamins-là souffrent, je devrais les voir en consultation s'ils souffrent. Et qu'on est quand même extrêmement identifié comme étant aidant dans ce domaine-là.
Et là, depuis 3 ans, on en a à peu près un par an. On n'est pas non plus sur un truc délirant. Donc, dès qu'il y en a un, toute l'équipe se jette pour le disséquer, pour qui est cette personne, en fait. Et quand ils viennent, et ça, c'est hyper intéressant parce que ça rejoint ce que tu dis, ceux qui viennent, parce que nous, on ne reçoit que des adolescents qui ont envie de venir nous voir, et donc on est très étonnés qu'ils viennent, ils disent, en fait, je me rends compte que ça fait énormément de mal à mes parents. Et au fond, là, pour le coup, le fait de faire mal à mes parents, parce que j'ai une maman qui me dit, tu peux pas savoir à quel point ça me dévaste, en fait, de savoir que tu fais ça. Et de dire, et là, pour le coup, je te rejoins aussi, de dire à la mère de l'enfant harceleur qui a appelé, par exemple, je vous crois, et je crois votre fils, et voilà, et de dire ça à son enfant, ça crée une espèce de friction, en effet, entre le plaisir qu'ils éprouvent, je persiste à dire qu'ils éprouvent du plaisir, et la peine qu'ils n'ont pas envie de faire à leurs parents. Mais ce n'est pas de la culpabilité, hein. C'est la peur de faire de la peine à leurs parents. Et ces enfants-là, on arrive à les mobiliser pour qu'ils fassent un peu autrement. Mais c'est très minoritaire. Faut faire comme à l'ancien temps, pardon, je suis un peu réac. On crée une île et on les fout tous là-bas. Oh non. Entre eux, là. C'est pas une solution. Hop, on interdit le téléphone au moins de 10. Ah, je suis un peu réac. Voilà, dans mes mauvais jours, je suis pour l'interdiction du téléphone au moins de 18 ans. Et le bagne pour les harceleurs. Hop là. Allez, 1 ou 2 mois, pas à vie, hein. Il faut qu'on arrive à l'en faire. Oui, mais si c'est une île qui reste pas loin de la France, n'empêche 1 ou 2 mois juste, ils apprennent peut-être un peu. Bon, c'est une solution. En mini-service militaire, quoi. Ah, ça, je suis d'accord pour remettre le Peut-être. service militaire. Non, mais là, je dis en mini-service militaire. Mais... 6 ans, 7 ans. Bon. Le bagne, c'est un peu extrême quand même. Mais le téléphone, en tout cas, je pense que... On n'a peut-être pas de solution miracle pour l'instant, mais en tout cas, on a des actions concrètes au niveau des établissements. C'est ce que disait Emmanuel, à savoir si un harceleur ose avouer son délit. Mais moi, ça me glace le sang déjà d'entendre qu'ils sont contents de faire ça. C'est glaçant. C'est glaçant. Mais c'est une réalité. Ah oui, mais... Encore une fois, je suis convaincue que c'est un rapport, c'est une violence de domination et que dans cette domination, il y a un plaisir, limite jouissif pour certains, de le faire. Encore une fois, pour revenir sur un aspect plus pédagogique, ce qui est intéressant dans ceux qui se repentent et qui viennent pour en parler, même s'ils sont très peu nombreux encore, c'est de comprendre le mécanisme qui s'est joué au sein de ce qu'on a pu mettre tout à l'heure dans la définition que tu nous as dressée et de ce que la perception de ce jeune. Donc ce mécanisme-là, de le comprendre du point de vue de l'auteur du crime, c'est extrêmement intéressant et éducativement et pédagogiquement pour nous les adultes, pour nous donner des clés d'observation au sein des établissements scolaires, qui sont quand même des lieux de vie et des petites institutions. J'aime souvent dire qu'un lycée, c'est comme Matignon, hein. Vous avez le Premier ministre, bon là, ça change un peu beaucoup, et puis vous avez plein de petites choses et plein de ministères qu'il faut pouvoir gérer entre le service pédagogique, scolaire et faire communauté. Vous avez toutes les trois parlé de concret, certaines ont parlé de solutions un peu extrêmes. Moi, j'aimerais bien revenir justement sur des chiffres parce que tu en parlais tout à l'heure, Emmanuel. Alors, selon l'OMS, il faut savoir que 11% des élèves seraient harcelés chaque année. 11% des élèves, ça fait 1 élève sur 10 à peu près, donc 2 à 3 élèves par classe. Au total, selon les estimations du gouvernement, c'est plus de 1 million d'élèves qui seraient concernés. C'est énorme. En 10 ans, toujours selon les statistiques gouvernementales, les tentatives de suicide, et là je cite, les tentatives de suicide des moins de 15 ans ont augmenté de 300%. Énorme. En 2013, il faut savoir qu'il y a eu dans la loi de refondation de l'école la prise en compte du harcèlement. Le harcèlement est vraiment rentré dans les textes, suivi en 2019, à l'époque de l'école de la confiance de Jean-Michel Blanquer, de quelques lignes disant qu'aucun élève ne doit subir de la part d'autres élèves des faits de harcèlement. Une loi, celle du 2 mars 2022, a acté la prévention du phénomène dans les textes, avec notamment l'entrée en vigueur, tu le disais tout à l'heure, l'entrée en vigueur du programme phare dans les écoles contre le harcèlement, donc à l'école, dont les objectifs sont de prévenir, d'intervenir de manière proportionnée évidemment, et de former les équipes enseignantes à la détection et au traitement du harcèlement. On peut rappeler que le harcèlement est désormais un délit punissable d'une amende de 45 000 € et de 3 ans d'emprisonnement, voire en cas de suicide de 150 000 € d'amende et de 10 ans d'emprisonnement. À cela, il faut savoir aussi qu'il y a une journée nationale autour du 9 novembre qui est dédiée à cette cause, qu'il existe un numéro, le 3018,
qu'il faut rappeler, et qu'il existe aussi des campagnes de publicité, donc de sensibilisation. Et j'aimerais beaucoup, avant que je vous pose la question suivante, qu'on regarde un de ces spots publicitaires du gouvernement pour pouvoir ensuite le commenter. Bienvenue. Merci. Merci. Bienvenue dans notre décor. C'est très beau. Vous reconnaissez ce que c'est? Ça ressemble à une école. Ouais, c'est ça. L'expérience, c'est on veut avoir votre perception sur le harcèlement. Qui est volontaire déjà. Oh, mais je veux bien être là, harcelée. Moi, j'ai été harcelé quand j'étais enfant. Je pense que ça serait peut-être même bénéfique Ouais, je vois ce que tu psychologiquement veux de me replonger là-dedans. Ça vous dérange si je me mets à côté de vous ou pas? C'est pris là. C'est pris, ça va arriver. Ah oui? T'en as pas besoin. Quelqu'un qui est bloqué? Laisse-moi sortir, s'il te plaît. Attends, on va t'expliquer. Ah ouais. Vas-y. Waouh. Non, bah viens jouer avec nous. C'est vrai? Ah, dommage, pardon. Ah, Bah alors, t'as pas d'humour? On se refait une partie de basket? Alors du coup, je vais vous inviter à venir vous asseoir parce que l'expérience n'est pas finie. J'ai récemment lu un livre qui s'appelle La Machine Infernale et c'est super intéressant. Et je m'ai dit que tu aimais bien la mythologie, non? Ouais, de ouf. Bah, ça parle de mythologie et je suis sûre que ça peut te plaire. Ah ouais? Vraiment. Ouais. Laura? Ça peut être sympa. Mais d'où t'es sa pote? Mais Laura, mais t'es sérieuse? Et c'est ta mère qui t'a bu. Eh, donne ton yaourt. En plus d'être moche, elle est sourde. Non, mais c'est bon, mais vous me laissez tranquille maintenant? Oh. Et y'a quoi? Pourquoi tu t'énerves? Tu veux qu'on se reste tranquille ou tu veux devenir notre pote? Tu veux ton yaourt? Tiens, ton yaourt. Bouffonne, va. Oui. Regardez, c'est sûr. Tu nous casses les couilles là. Donc tu sors, tu pars loin. Et y'a la moche. Bah alors, la moche, on s'est encore pissé dessus. Mais sérieux, regardez comment elle s'habille. Franchement, tu me dégoûtes. T'es vraiment moche, ma pauvre. Grave. De quoi? Depuis tout à l'heure, elle écoute la conversation. Mais qui t'a autorisé d'être là? Je te prends pour qui? Laissez-moi sortir. T'ouvres ta fenêtre et tu sautes, ok? Reste comme ça, je te dis. Enfin, franchement, vaut mieux que t'ailles mourir. Je sais pas pourquoi t'as pas compris. Ah ouais, on était soft. Hein. En fait, je me suis rendu compte que c'était tellement sous-estimé et qu'on était carrément à côté de la plaque. Là, ce qu'on venait de jouer, c'était rien. C'était rien du tout. En fait, j'arrive pas à me rendre compte qu'on puisse penser comme ça, qu'on puisse faire des choses comme ça. On se voilait un peu la face, je pense. Je crois que ce soir, quand je vais rentrer, la première chose que je vais faire, c'est parler à mes filles. On m'avait mis un coup de masse sur la tête. Fort. C'est ouais, une grande remise en question. Mais c'est bien aussi que les adultes voient ça. Alors, vous avez vu qu'il existait une sorte d'arsenal, finalement, alors, avec des lois, avec des spots publicitaires, avec un numéro, avec tout un tas de choses. Et pourtant, j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant pour finalement aller plus loin et essayer de faire en sorte que ce phénomène se réduise, voire qu'on réussisse à l'endiguer? Qu'est-ce que, Tania, en tant que personne concernée, qu'est-ce que tu préconiserais? Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire? Moi, j'ai vécu le harcèlement, mais j'ai pas vécu le... Je sais qu'aujourd'hui, c'est à ce niveau-là.
À mon époque, moi déjà, ce que j'ai vécu, c'était pas à ce niveau-là. Et ça, on en a parlé au téléphone, parce que moi, j'ai eu beaucoup de réflexions sur ça. Ma vie n'était pas évidente. Le pire, c'était vraiment à l'école primaire. Collège et lycée, c'était pas facile non plus. Mais pour moi, le pire, c'était l'école primaire. Mais collège et lycée, moi, j'ai connu les réseaux sociaux, j'avais déjà 18 ans. Et je sais que si les réseaux sociaux étaient arrivés quand j'étais ado, il y aurait eu des groupes sur moi. Parce que moi, j'ai toujours eu des problèmes de poids. Je ne savais pas que c'était le premier facteur. Je sais que c'est dans les plus hauts, mais je ne sais pas que c'est le premier. Donc moi, j'ai toujours eu des problèmes de poids, donc je me suis toujours fait insulter de grosses vaches, de gros tas de graisse. J'ai vraiment vécu avec ça. Aujourd'hui, je monte sur scène. Comme je suis une personne qui se montre sur les réseaux, selon les gens, c'est normal aussi que j'accepte la critique. Donc je continue ce truc de harcèlement par donc des gens qui sont certainement parents et grands-parents. Donc tout est tout à fait normal dans cette société et je me prends encore des remarques sur mon physique, sur plein de choses. Donc pour moi, en fait c'est pour ça que je le disais un peu en rigolant tout à l'heure, mais je le pense sincèrement, je pense qu'il faut... En fait, les parents veulent pouvoir joindre leurs enfants. Je le comprends totalement. Je répète, j'ai pas d'enfant. Je pense que si j'étais maman, je voudrais pouvoir joindre mon enfant. Est-ce qu'on pourrait pas interdire les smartphones et mettre des Nokia 3310 ? Qu'il n'ait plus WhatsApp, qu'il n'ait pas accès aux réseaux sociaux. Je suis convaincue que c'est terrible, tout ce qu'ils vivent. Et c'est ce que je te disais la dernière fois, nous c'était WhatsApp avant, maintenant c'était Facebook, pardon, maintenant c'est WhatsApp. Ils ont des groupes sur lesquels ils s'insultent, ils ne sont jamais en sécurité. Jamais. C'est terrible. Effectivement, pour reprendre ce que tu dis, il n'y a pas très longtemps, je discutais avec une CPE qui me disait exactement la même chose. À savoir, le conseil qu'elle donnait aux parents, c'était de faire en sorte que les élèves, sur leur téléphone, si jamais c'était un smartphone, qu'il n'ait pas de réseaux sociaux type WhatsApp, parce qu'en réalité, toutes les informations qu'ils pourraient dire, parce qu'on sait, les enfants, voilà, les adolescents ont des fois dire que voilà, il faut absolument que j'ai ce groupe parce que je vais discuter avec mes camarades et on a besoin de s'échanger les informations par rapport à l'école. Non, aujourd'hui, il existe des choses comme Pronote. Tout est fait pour que les enfants n'aient pas à avoir ces réseaux sociaux et qu'en réalité, ce qui se joue sur ces réseaux sociaux, c'est exactement ça. Il se met en place des dynamiques de harcèlement consciemment ou inconsciemment. Donc je pense que ce que tu racontes là, je ne pense pas que tu discutes avec des CPE, mais en tout cas, c'est aussi l'avis que certaines personnes qui évoluent dans l'institution me relatent. Mais après, il y a d'autres problèmes. C'est qu'il y a des enfants qui vont avoir des smartphones, d'autres qui ne vont pas en avoir, donc on va aller se moquer d'eux. Et c'est pour ça que j'ai vu l'année dernière, ou il y a 2 ans, il y a une maman qui est passée dans une émission sur M6, ceux qui créent des nouvelles choses et ils viennent apporter un projet, je ne sais plus quelle émission, parce que j'ai vu passer ça sur les réseaux, pour investir dans des... Et bon, elle a un enfant qui a subi du harcèlement à l'école et donc elle a voulu créer un téléphone qui ressemble à un smartphone parce qu'il a un grand écran, mais il ne sait il sait que passer des appels et envoyer des SMS, c'est tout. C'est un téléphone. Voilà, mais qui a un écran qui peut ressembler à un smartphone pour pas de nouveau se faire victimiser parce que du coup tes parents ils t'ont pas acheté un téléphone génial et ça c'est aussi un enfer. Et c'est pour ça que en fait si ça devient, et c'est terrible mais vraiment je m'en veux de dire ça, mais si ça entre au niveau où ça devient une loi où pour les jeunes on peut plus avoir de smartphone, ben on peut plus. Donc de toute façon il peut pas y avoir de moquerie parce que plus personne en a. Oh là là, j'ai l'impression d'être une vieille dame à dire ça. Je ne crois pas que ce soit ça, non. Non, je crois que beaucoup de personnes seraient d'accord avec toi, en réalité. Mais c'est vrai qu'il faut faire les choses de manière équilibrée parce que lorsqu'on supprime quelque chose qui est aussi un objet de mode, il faut bien le dire, eh bien, le regard des pairs peut changer. Et j'ai l'impression que, et là c'est une autre question que j'ai pour toi, particulièrement Emmanuel, que ce qui se joue dans le harcèlement, c'est aussi notre rapport à ce qu'est la normalité. La normalité étant ce que le groupe accepte ou décrète comme étant justement la norme. Si jamais tu n'es pas comme nous, tu n'as pas le même téléphone ou tu n'as pas justement un smartphone ou tel vêtement ou quoi que ce soit, eh bien éventuellement on pourrait commencer à te harceler parce que tu n'es pas comme nous en fait, tu ne fais pas partie du groupe. Est-ce que c'est ça ? Oui, alors sur le harcèlement en ligne, je pense que c'est quand même hyper important de dire que les chiffres disent que les enfants et les adolescents se plaignent du harcèlement en ligne pour à peu près 8 à 10% d'entre eux. 8 à 10% des enfants harcelés. Hein. Donc c'est assez peu.
contrairement à ce qu'on pense et contrairement à ce qu'on nous explique. Les données sont assez claires là-dessus. Moi, pendant longtemps, j'en avais cette intuition au niveau clinique parce que j'avais très peu de cas en fait de gamins qui venaient me dire voilà, je suis embêté sur telle messagerie ou telle voilà. En fait, eux, ce qui leur fait du mal, c'est le harcèlement dans la vraie vie en fait. Et 100% des cas d'enfants qui sont harcelés en ligne sont harcelés dans la vraie vie. C'est un continuum. C'est pas deux choses différentes en fait. J'ajoute que lorsqu'ils sont harcelés en ligne, c'est sur le groupe WhatsApp de la classe. Donc c'est la classe en fait. Donc je trouve que de la part des politiques, c'est un peu facile d'expliquer que c'est le méchant TikTok et le méchant Snapchat et le méchant WhatsApp qui est responsable du harcèlement. Et par ailleurs, je suis d'accord en effet avec toi, quand on coupe un enfant ou un adolescent, surtout des réseaux sociaux aujourd'hui, on le met dans une vulnérabilité en fait. Parce qu'en plus, il a l'impression de ne plus rien contrôler. Et en effet, à un moment donné, il n'est plus en relation avec les autres parce qu'il relationne beaucoup comme ça. Par ailleurs, j'ajoute, parce que c'est quand même important, que moi, j'ai des gamins, des ados qui viennent me voir et qui ont été sauvés par les réseaux sociaux. Moi, je connais des gamins transgenres qui ont été exclus de chez eux et qui ont trouvé refuge dans les réseaux. Donc, c'est pas aussi binaire que ça, en fait. C'est... En revanche, ce que je crois, et là où je te rejoins totalement, c'est qu'un enfant en souffrance est en danger devant un écran. Parce que, notamment TikTok, qui a un algorithme très puissant qui les met dans des terriers de lapin, en effet, une enfant, par exemple, qui a des troubles du comportement alimentaire, elle va très vite, au bout de 8 minutes, se retrouver devant des vidéos qui lui expliquent comment s'affamer, comment être de plus en plus maigre, qui vont lui expliquer comment se scarifier. Enfin, et donc, on arrive dans des choses tout à fait dramatiques. Mais c'est parce qu'il y a une souffrance au départ, quoi, en fait. Donc, moi, je crois vraiment, et c'est là où je te rejoins, que il faut leur faire confiance, il faut être à côté d'eux quand ils sont sur les réseaux, il faut parler des réseaux avec eux. Parce qu'on a aussi une forme de mépris, un peu en mode, c'est pas intéressant, et puis de toute façon, il n'y a que des trucs nuls, et fais attention parce que c'est vraiment... Et alors que je pense qu'il se passe des choses intéressantes, et je pense que quand on est à côté d'eux et qu'on sait en parler avec eux, ça crée un lien qui crée de la confiance. Donc oui, la norme, bien sûr, c'est toujours un peu cette même idée. Ce qu'il y a en plus chez les adolescents, d'un point de vue cérébral, c'est qu'ils ont vraiment très clairement un besoin de satisfaction immédiate, ce qui va s'arrêter après. Mais à ce moment-là, pendant 4-5 ans, c'est vraiment c'est ça qui les motive. Il faut que vraiment ils aient du plaisir immédiat. Et notamment, il faut qu'ils aient du plaisir immédiat social. Vraiment, c'est hyper important pour eux. Et donc, du coup, en effet, ne pas être dans la norme, ne pas être dans la bande aussi, parce que ce dont on est souvent saisi là en ce moment, nous, dans nos consultations, c'est environ pour 40% des cas par des enfants qui ne sont pas harcelés de façon aussi violente que comme dans le clip, mais qui sont complètement invisibilisés. C'est-à-dire que personne veut les prendre dans les groupes de travail, personne ne les invite jamais, personne ne mange avec eux au self, etc. Et ça, c'est hyper difficile à gérer en fait pour l'institution, parce qu'on ne peut pas forcer un enfant ou un adolescent à interagir avec un autre. On peut, parce que là, on devient autoritaire, je veux dire. Donc, c'est très complexe, en fait. Et je pense que si, en effet, on est dans cette posture de l'adulte qui est à côté des enfants, à côté, pas entre eux et le monde, parce que moi, je ne crois pas que c'est comme ça qu'on fait du bien aux enfants, mais à côté, en les aidant à faire autrement pour que, justement, il n'y ait plus de plaisir, qu'il y ait du déplaisir, en fait, et que les harceleurs se rendent compte qu'un agneau, ça peut mordre, à mon avis, là, pour le coup, on fait œuvre collective. En outillant, du coup, et en recentrant le propos sur la personne harcelée, sur la victime potentielle. C'est vrai qu'on a l'impression que toutes les choses qui sont faites tournent un peu autour. On s'intéresse, et tu l'as dit tout à l'heure, au harceleur, beaucoup plus qu'on ne s'intéresse à la personne harcelée et aux solutions qu'on peut lui apporter. Une personne très proche dans mon entourage m'a fait cette métaphore-là que je trouve assez parlante à propos de l'accompagnement. En fait, tu parlais du fait de se mettre au niveau, mais il y a aussi quelque chose de l'ordre, je crois, de la responsabilité, surtout la responsabilité parentale. Il faut rappeler que jusqu'à 21 ans, on est responsable de nos enfants. Et en fait, ce qui se joue aussi, parce que on parlait du fait d'interdire les réseaux sociaux, mais peut-être qu'à l'ère à laquelle on vit, ça n'est pas quelque chose qui soit vraiment envisageable parce que les réseaux sociaux sont
quelque part partout, et que c'est vrai que ça peut aussi en sauver certains, certaines. Mais ce qui se joue, c'est quelque chose de l'ordre de l'accompagnement. Me disait cette personne que lorsque on habite ensemble, eh bien, au bout d'un moment, toi, si tu es assez grand, assez grande, eh bien, tu vas aussi avoir la clé du domicile. Voilà. Pour autant, lorsque tu rentres dans ce domicile, c'est aussi chez moi en fait. Et on prend chacune soin du même domicile. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on empiète on empiète sur l'espace des uns et des autres. Tu peux très bien avoir ta chambre dans ce domicile. Mais ça veut dire qu'on a toutes et tous la même clé. Lorsque les enfants ont un téléphone portable, par exemple, eh bien, et qu'il est verrouillé parce qu'il y a tout un tas de codes, parler avec l'enfant pour dire que peut-être que j'ai besoin du code, pour qu'à certains moments, je puisse aller vérifier ces choses-là. Parce que toi, tu penses que c'est anodin, mais moi, je sais ce qui se joue derrière. Et pour ton bien, eh bien, c'est important que je puisse rentrer dans cet objet, parce que je cherche à te protéger. De la même manière que lorsqu'on traverse avec un enfant, eh bien, l'enfant, lui, il ne se rend peut-être pas compte du danger qui peut arriver lorsqu'il traverse n'importe comment. Mais voilà, je peux l'attraper peut-être brusquement, parce que moi, j'ai vu, il a mis le pied sur le passage piéton, une voiture est arrivée, elle a grillé le feu, et l'enfant va penser que je suis en violence avec lui. Alors que si je ne fais pas ça, je ne le sauve pas. Voilà, donc c'est important que les règles soient établies, mais c'est surtout important que tu ne sois jamais isolé. Je trouve cette métaphore de la clé assez importante. Ouais. Est-ce que tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais ajouter plein de choses sur tout ce que j'ai entendu et je partage pleinement. Mais moi, je ne voudrais vraiment pas qu'on dise aujourd'hui, des conseils de rentrer sur ce fléau qu'est le harcèlement, qu'on doit vivre en deçà de notre société, de l'évolution de la modernité de la société. Donc, à être dictatrice en chef, je veux bien souvent bannir sur une île déserte, etc., sans Internet. Je veux aussi obliger les uns les autres à communiquer, donc avec une casquette de proviseur, mais en même temps, je pense qu'il faut commencer par la base. La base, c'est savoir incarner l'autre, revenir à nos fondamentaux, c'est-à-dire des humains que nous sommes les uns avec les autres. Moi, j'ai plusieurs exemples de ce que j'ai entendu tout à l'heure. Elle vient de nous dire que c'était des petits monstres quand même. Hein. C'est pas faux. Pour moi, c'est plus des humains, là, ça y est. Alors moi, je veux remettre un petit peu d'humanité dans les petits monstres, qu'ils enlèvent leur couverture de monstres et qu'ils se ressortent et qu'ils renaissent avec peut-être l'humain que nous connaissons et que nous aimons. Pour revenir sur un exemple, moi j'ai eu des élèves arrivés dans le lycée en CAP, c'est-à-dire fin de collège, on rentre en certificat d'aptitude professionnelle, et la maman qui était absolument étonnée de voir que les élèves travaillaient par groupe, de 3, 4, 5 pour mener un projet, et que si l'autre n'avait pas fini, l'autre ne pouvait pas avancer. Parce qu'il fallait créer un panneau, parce qu'il fallait avancer dans cette pédagogie collaborative, absolument. Et lorsqu'on l'a reçue, elle était tellement émue, elle m'a dit, c'est la première fois que mon fils, qui n'a jamais été invité à des anniversaires de primaire et de collège, se trouve dans un groupe qui sauve, un groupe qui l'entraîne et un groupe avec lequel il se sent bien. Donc les réseaux peuvent sauver, l'humain peut sauver, les groupes classe WhatsApp, etc. Lorsque ceux qui ne sont pas d'accord se taisent, c'est meurtrier. Et on le voit parce que on voit arriver les messages sur les groupes classe où on va se moquer d'un tel, ou sur les notes, ou sur son côté genré, efféminé, sa façon de s'habiller, etc. Et si dans le groupe, il n'y en a pas un ou deux qui disent stop, ça continue, et c'est là le danger. Et donc, il faut qu'on arrive à éveiller la mentalité là-dessus. Moi, les réseaux sociaux, j'ai souvent l'habitude de dire on ne peut pas vivre avec, on ne peut pas vivre sans. C'est un peu comme les hommes, hein. Voilà, la relation, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, mais en même temps, ce vomito qui sont les réseaux sociaux, qui sont les vrais vomitos, on a aussi un devoir de pédagogie à avoir avec, parce qu'on ne peut plus s'en passer. L'école ne peut plus s'en passer. On a vu depuis le confinement l'arrivée du numérique. On est envahi par le numérique. Tout est sur les réseaux, tout est sur les ordinateurs, tout est sur les téléphones. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On joue l'autruche? On dit que tout va bien, on n'en parle pas, ou on s'empare véritablement en mettant aussi des moyens coercitifs. Moi, je ne dis pas que TikTok, Instagram, etc., que je n'emploie pas beaucoup, sont des grains méchants, mais j'estime qu'ils ont une responsabilité absolue
absolue, cette responsabilité-là, et que les États se doivent aussi de les condamner et de les taper au portefeuille pour justement veiller à ce que ce qu'ils mettent en place, avec le peu de vigilance, là, ils puissent le reparer. C'est ce qu'on a vu dans la petite vidéo que tu as C'est très vaste quand même, les réseaux sociaux. Hein. Oui. Il y a si toutes les personnes déjà de France ont un compte, il y a possiblement autant de vidéos qui sortent par jour juste dans notre pays. Absolument. Et encore qu'il y en a qui font 40 stories parce qu'il faut qu'on voit tous leurs repas, comment ils s'habillent, tout ça. C'est trop vaste, l'État ne peut pas contrôler ça. Je n'ai pas dit l'État, je dis c'est ce que j'avais entendu. Ah pardon, alors je me suis très mal exprimée. Donc peut-être que c'est moi qui ai mal compris, chez les pédagogues. C'est possible. Donc c'est que l'État se doit justement de contrôler ceux qui sont distributeurs parce qu'ils se font de l'argent quand même. Ces réseaux, ils se font une manne d'argent. Donc les États peuvent verrouiller. Nous avons vu qu'en Chine, on peut quand même verrouiller si on n'a pas envie d'avoir certains réseaux. Oui. N'est-ce pas? Dans d'autres pays. Donc, on a cette capacité de verrouiller, de faire en sorte qu'on n'a pas accès à Internet. Donc, ça veut dire quelque part qu'il y a quand même une possibilité de contrôle, d'éventualité et de transaction, de négociation pour pouvoir contrôler ce qui se passe à l'intérieur et mettre des pare-feux pour éviter que nos jeunes qui sont vulnérables ne soient sujets à voir arriver sur leur smartphone en scrollant des choses qu'ils n'ont pas à voir. Lorsque des messages, comme on a vu tout à l'heure, moi qui me glace le sang, le suicide, va te suicider, ou tue-toi, qu'on peut souvent lire sur certains fils, c'est insupportable qu'on puisse distribuer ça. C'est ça que je dis. On ne peut pas, ce genre de message ne devrait jamais arriver au destinataire. Comment fait-on? On a des solutions. Je pense que quand on est capable de bloquer certaines choses, on peut aussi protéger notre jeunesse. Et moi, je demande aux États de protéger par ces biais-là, en demandant à ceux qui sont distributeurs de pouvoir prendre leurs responsabilités. C'est compliqué de contrôler toutes les vidéos. Déjà, sur les sites porno, il suffit de dire oui, j'ai plus de 18 ans pour y accéder. C'est pas hyper difficile. Hein. Mais justement, ça ne devrait pas. On ne devrait pas pouvoir dire facilement... Hein. Et derrière un écran, j'ai 18 ans et donc je peux ouvrir accès à tout en mettant juste ma carte bleue, pour la carte bleue de papa ou la mienne pour pouvoir avoir accès. C'est là que le contrôle se doit d'être exercé et dans sa plénitude. Et là, il y a un manque. Notre jeunesse est en danger face au harcèlement. Notre jeunesse est également en danger face à cette innovation, modernité que sont les réseaux sociaux, que sont le numérique, etc. À un moment donné, il faut prendre des responsabilités là où il faut. Tout à fait. Il me semble. Et d'ailleurs, moi, je suis pour, de nouveau, pardonner... voilà. Non, mais par rapport au harcèlement, c'est-à-dire que moi, je pense que c'est tous les jours que je reçois des commentaires de haine. Ben, j'aimerais, en fait, que sur les réseaux sociaux, moi, j'ai dû donner ma carte d'identité pour faire certifier mon compte. Ouais. Et qu'on soit sûr que c'est moi. Ouais. En fait, on devrait demander ça à tout le monde pour avoir l'identité parce que c'est devenu trop facile. Et en fait, il y a certains comptes, des fois, quand tu cliques dessus, tu vois que c'est un nouveau compte. Et en fait, dans leur bio, c'est écrit qu'ils en sont à leur 5e ou 6e parce qu'à chaque fois, ils se font bannir parce qu'ils passent leur journée à harceler les gens. Donc, ils se font bannir et ils créent un nouveau compte avec une autre adresse mail. Et en fait, il faudrait demander la carte d'identité à tout le monde. Voilà. Votez pour moi, je me présente en... je sais pas comment sont les... Anti-harcèlement. Il y a tout un tas de solutions en tout cas. Tout un programme. Tout un programme. Votez Tania. Et j'entends que là, quelque part, on se situe au niveau de la morale lorsqu'on parle du fait de déléguer quelque part le pouvoir collectif aux États et de faire en sorte qu'ils assument leurs responsabilités. Mais sur le terrain, il y a quand même des choses que nous, on peut faire en tant que professionnels de l'éducation, c'est-à-dire se mettre au niveau de l'enfant, accueillir sa parole, encore une fois, et puis aussi être beaucoup plus dans la collaboration, tu l'as dit, plutôt que dans la compétition. Et là aussi, je reprends certains propos de collègues qui me parlent parfois en disant mais on est en train d'arriver sur un autre sujet qui est l'empathie en fait, parce qu'aujourd'hui l'empathie est rentrée dans les programmes scolaires. Qu'est-ce que c'est que l'empathie? J'ai l'impression que c'est aussi le fait quelque part de comprendre qu'on est tous ensemble dans ce lieu qui est l'école ou la société et qu'on n'est pas en compétition les uns avec les autres. Le rapport qu'on peut avoir les uns avec les autres devrait être un rapport collaboratif, d'échange, mais pas de compétition. Ta réussite n'est pas mon échec, donc je ne suis pas en compétition avec toi. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se joue de cet ordre-là dans le harcèlement. Je ne sais pas ce que tu en penses, ce que vous en pensez.
C'est une bonne chose, l'empathie, mais encore faut-il avoir les moyens pour pouvoir la mettre en pratique. Et puis, est-ce que c'est quelque chose pas qui que ce vraiment... soit que de la théorie. Tout à fait. Et puis est-ce que c'est quelque chose qui vraiment peut s'apprendre? Parce que là, on a quelque part pris ça d'autres pays. Disons, voilà, notamment les pays du Nord que l'on idolâtrise par certains aspects, mais notre société française n'est pas la société suédoise ou danoise. Dans quel cadre est-ce qu'on peut importer ceci? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui s'apprend, l'empathie, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'oriente? Moi, je pense que c'est une injonction paradoxale que de demander à quelqu'un de ressentir de l'empathie. Et l'empathie, c'est en plus la capacité à se mettre à la place de l'autre. C'est ça, en fait, la définition de l'empathie. Donc, je trouve très intéressant, en effet, le jeu des 3 figures, les faire passer par les trois figures du triangle, etc. En matière préventive, je trouve ça intéressant. Mais moi, ce que me racontent vraiment les enfants, c'est qu'on a, par exemple, des clips vidéo comme ça qui sont extrêmement émouvants, parce que c'est souvent très bien fait sur le constat. Après, sur la solution, je suis beaucoup moins d'accord. Mais en tout cas, sur le constat, c'est plutôt bien fait. Et donc, c'est donc diffusé devant les collégiens, par exemple. Et là, tout le monde pleure. Vraiment, tout le monde est hyper saisi, parce que c'est violentissime et ultra cruel. Les harceleurs pleurent. Les harceleurs pleurent. Mais en revanche, 10 minutes plus tard, dans la cour, quand ils sont face à leur victime, ils recommencent. Parce que c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que théoriquement, on peut dire, ouais, c'est vraiment horrible, etc. Et puis en même temps, quand on est pris dans ce truc-là, pour les raisons qu'on a vues précédemment, eh bien, en fait, c'est pas du tout la même chose. C'est comme si on disait à un tigre qui est en train de s'apprêter à bouffer une gazelle, souviens-toi du documentaire que tu as vu sur la gazelle qui souffre quand elle est mangée par le tigre. Il s'en fout, le tigre. Il est en train de bouffer la gazelle. Donc, moi, j'y crois moyennement sur un plan résolutoire. Je ne crois pas que ça vienne résoudre l'effet de harcèlement. Et j'ajoute ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure, c'est que les harceleurs ne manquent pas d'empathie. C'est plutôt une qualité qu'ils ont. Et je me souviens de ce que me disait une amie récemment. Elle me disait, ma mère avait beaucoup d'empathie. Elle savait exactement comment me faire du mal. Mon père n'avait aucune empathie. Il ne voyait pas qu'elle me faisait du mal. Donc moi, je veux bien qu'on forme à l'empathie toute une série de personnes, mais dedans, il y aura des harceleurs qui pourront s'en emparer pour être encore plus sophistiqués. Moi, j'entends plusieurs choses là qui me font avoir d'autres questions. C'est finalement, et c'est assez dur à réaliser, mais de se dire, comme on l'a dit au tout début et comme tu l'as répété là, que finalement, quelque part, la charge de la responsabilité pourrait reposer sur les enfants à former, c'est-à-dire les enfants harcelés. Je pense que c'est quelque chose qui, pour les parents, est également extrêmement dur à concevoir en se disant, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est une double peine. C'est-à-dire que l'enfant, il est harcelé, et en plus, c'est à lui d'acquérir les outils pour pouvoir se défendre. Oui, c'est très difficile à entendre pour les parents, absolument. En revanche, c'est pas du tout difficile à entendre pour les enfants. Parce que les enfants harcelés, c'est ce qu'ils demandent, en fait. Ils demandent à être outillés. Ils demandent, en effet, à ce qu'on les aide à reprendre le contrôle de la relation. Et je pense que les enfants harcelés ont d'immenses compétences en matière de harcèlement. Ils sont 1000 fois plus compétents que nous tous, parce qu'ils le vivent en permanence, qu'ils sont aux aguets tout le temps, qu'ils connaissent parfaitement les contraintes, les jeux de pouvoir qui se mettent en place, etc. Or, je trouve qu'on les tient la plupart du temps dans un mépris absolu. C'est-à-dire que quand un enfant harcelé dit « je ne veux pas que tu ailles voir le CPE » ou « je ne veux pas que tu ailles engueuler mon camarade, on va dire, avec des guillemets, ou « je ne veux pas que tu ailles en parler à ses parents », la plupart du temps, on ne l'écoute pas. On dit « mais si, mais moi je sais mieux que toi en fait ». Et je trouve que c'est vraiment hyper dommage parce que ces enfants-là, s'ils disent ça, c'est qu'ils ont de bonnes raisons. En revanche, lorsqu'en effet, je prends un exemple en primaire, donc j'ai la chance moi de superviser la pratique d'un certain nombre de PE justement en maternelle et en primaire. Et là, j'ai une enseignante, Lou, qui me dit, voilà, j'ai dans ma classe une petite fille qui s'appelle Rose, qui a 6 ans, et qui vient 4 fois par récré me voir, en pleurant et en me disant « il m'a encore embêté, etc. » Et donc, la plupart du temps, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. C'est une fois Louis, une fois Erwan, une fois, enfin peu importe. Mais en tout cas, elle se fait bousculer, on lui prend sa place au toboggan, enfin elle se fait prendre ses affaires, bon bref, elle en a marre. Et donc à chaque fois, Lou, la PE la prend par la main, va voir la personne en question, hein, le garçon, en disant, parce que ce sont des garçons, en disant tu arrêtes maintenant. Qu'est-ce qu'on a dit en classe ? Qu'on ne faisait pas ça, qu'on n'embêtait pas les autres, et surtout pas Rose. Parce que Rose, vous l'embêtez quand même déjà beaucoup. Et donc,
J'ai dit à Lou, et qu'est-ce qu'ils répondent, les garçons? Et elle me dit, bah, les garçons, ils disent, bah oui, maîtresse, c'est vrai. On est un peu navré. Et puis, un quart d'heure plus tard, Rose revient en disant, il y en a encore un autre qui m'a embêté. Donc, je lui dis, on voit bien que ça ne fonctionne pas, en fait, cette histoire d'aller voir les garçons en disant, vous arrêtez ça. Et je lui dis, tu vas expliquer à Rose la chose suivante, c'est que chaque fois que moi, Lou, je vais voir les garçons en leur disant « vous arrêtez d'embêter Rose », ce que j'ai dit aux garçons en même temps, c'est « vous pouvez continuer à embêter Rose, parce que regardez, c'est un gros bébé, elle ne sait rien faire sans sa maîtresse. » Et ça, c'est pas bon pour elle. Donc, tu vas lui dire « on va essayer de faire autrement ». Donc, ce que je te propose, c'est que je vais t'apprendre une grimace horrible, un truc vraiment ignoble, avec un cri que nous allons... Je trouve que les PE ne savent pas assez faire de grimaces. Globalement, hein, c'est quand même un petit peu ma préconisation. Oh oui, je peux en faire plein. Oui, mais ça, toi, tu sais. Donc, une grimace horrible. Et en fait, la prochaine fois qu'un de ces garçons s'approchera de toi, on va considérer qu'il ne va pas te demander en mariage et qu'il va continuer à t'embêter. Donc là, tu hurles et tu fais ta grimace en même temps. Et comme ça, on verra ce qui se passe. Et donc là, la gamine, pour vous dire la misogynie intériorisée, je suis au bout de ma vie, dit... non, mais je veux pas faire de grimace, parce que je veux pas être moche devant les garçons. J'ai envie de crever. Oh, Seigneur. Ah, mais j'ai envie de crever. Donc j'ai dit, moi je n'aiderai pas cet enfant. Non, c'est pas vrai. Ah non. Non, c'est pas vrai. J'ai dit à Lou, c'est pas grave, on va l'aider quand même. Donc elles ont négocié et en fait, ce qui a été décidé par Rose, c'est qu'elle allait juste dire hyper fort, tu arrêtes ça tout de suite maintenant. Mais fort, parce que c'était un peu une petite chose fragile. Bon, c'est Rose en même temps. Donc, et alors, à la première récré où elle lui apprend ça, elle entend Rose dire ça 2 ou 3 fois. Donc, elle se dit, je suis trop contente et tout ça. La fois d'après, plus trop. Et puis finalement, Rose ne vient plus la voir. Donc, elle est ultra fière. Mais vraiment, c'est une PE ultra fière que j'ai en analyse de pratique. Elle me dit, moi, j'ai trop kiffé, c'est trop bien. La gamine, elle est ultra autonome. Elle a vraiment pris en responsabilité et tout. Et elle me dit, et puis là, les parents demandent à me voir. Et là, je me dis, je pense que je vais avoir des fleurs. Tu sais quoi? Franchement. Donc, elle reçoit les parents. Et là, elle voit qu'ils n'ont pas une tête ultra joviale, quoi. Bah non, parce qu'ils ont quand même... Elle a appris à sa fille à crier devant un garçon, et ça, c'est pas Voilà, bien. c'est ça. Alors, en fait, c'était pas ça, ça aurait pu. Mais c'était pas ça. C'est qu'en fait, ils disent, vous trouvez Rose comment en ce moment? Donc, elle est hyper fière. Elle dit, bah, moi, je la trouve top, hyper assertive, en tout cas beaucoup plus qu'avant et tout. Et là, les parents disent, c'est possible. Enfin, nous, on la trouve quand même très pénible à la maison parce que, franchement, elle devient quand même très capricieuse, enfin, pas très sympa et tout. Et donc, la mère dit, oui, c'est ça, cette phrase qu'elle dit tout le temps, là, tu arrêtes ça tout de suite maintenant. Donc, Lou dit, ah bon? Elle dit ça, mais c'est très bizarre, je ne comprends pas. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que, en effet, un gamin à qui on donne du pouvoir, il va le prendre partout après. Ah oui. Et donc, c'est peut-être un inconvénient de l'amélioration, je n'en sais rien. Mais voilà, c'est ça en fait, nous qu'on fait, oui. Que ce soit en primaire, en maternelle, au collège ou au lycée, c'est que on leur apprend à faire changer l'inconfort de côté, que ce soit plus eux qui laissent cet inconfort sur les épaules. Tania, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que, parce que tout à l'heure tu parlais de l'humour, est-ce que l'humour est une forme quelque part de répartie en fait pour pouvoir rééquilibrer les choses entre? Est-ce que tu t'en es servi à un très jeune âge lorsque tu étais dans ces situations-là, même aujourd'hui maintenant sur les réseaux sociaux? Est-ce que l'humour t'aide à? Alors moi, quand j'étais gamine, à force d'entendre que j'étais grosse, tout ça, je transformais en blague et j'anticipais. Je me rappelle même d'un été où là j'étais ado et je suis dans mon village avec une copine et il y a un gars qui arrive, il habite dans le même village mais un peu plus loin. J'ai tout de suite fait des blagues sur le fait que j'étais grosse comme pour lui dire « je le sais, tu n'as pas besoin de me le dire, je l'ai remarqué ». Et donc je faisais ça tout le temps. Donc en fait moi j'ai même... Et c'est terrible en vrai quand on y pense, c'est que j'ai appris à me dénigrer pour pas que l'autre puisse le faire. Et je sais pas si c'est mieux. Hein. Non, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un continuum entre l'autodérision et l'autoflagellation. Hein. C'est-à-dire que autant je pense que l'autodérision est ultra utile, c'est-à-dire dire oui, c'est vrai que je suis hyper grosse, en plus t'as pas vu ma grand-mère, c'est un concept. Ça, c'est de l'autodérision. C'est drôle. L'autoflagellation, je suis d'accord avec toi, et on peut arriver à de l'autoflagellation hein, en faisant ça en permanence, tu le racontes hyper bien. Ça, je crois que c'est pas bon du tout. Mais en revanche, l'autodérision, qui est quelque chose dont manquent assez considérablement les adolescents, hein, quand même, d'une manière générale, parce qu'ils sont quand même un peu parano. Quand on arrive à leur expliquer comment faire preuve d'autodérision sur le sujet sur lequel ils sont harcelés, ils arrivent à faire basculer les choses. Mais il ne faut pas que ça tombe dans l'autoflagellation, je suis parfaitement d'accord avec toi, parce que ça, c'est autodénigrant et c'est vraiment très mauvais pour la confiance en soi. C'est ça, que ce soit un outil et pas une fin en soi. Moi, ça me rappelle une scène d'un film que les fans de rap peut-être ont en tête, un film qui s'appelle 8 Mile avec Eminem, voilà, où voilà, dans une des scènes finales d'une battle, en fait,
la battle en rap, c'est un moment où on est là pour essayer de détruire l'autre avec des mots, donc le dénigrer. Et en fait, dans sa partie à lui-même, il commence par se finir lui-même. Voilà, ce qui fait que son adversaire n'a plus rien à dire en fait. Et à partir de là, on se rend bien compte que la personne en face est désarçonnée et en fait, le rapport de force est inversé. Maintenant, tu es à ma merci parce que je t'ai retiré tout ce que tu pouvais me dire. Moi, je pense que c'est quelque chose qui se vérifie. En tout cas, certaines personnes le font et ça leur profite en bien. C'est pas si mal. Est-ce que vous avez d'autres... Alors moi, je voulais quand même rebondir sur ce qu'Emmanuel a dit, c'est-à-dire que l'empathie, il ne faut pas tout jeter avec l'eau du bain. Il ne faut pas tout mettre à la poubelle. Ce n'est pas une fausse bonne idée en soi. C'est quelque chose qu'il faut prendre avec modération. Ce n'est pas la solution à tout. Voilà, parce qu'on aime bien souvent, notre belle maison, Éducation nationale, saupoudrer les choses. Et j'aime à dire que souvent, il faut que le millefeuille, on enlève un peu de crème fraîche pour pouvoir aller à l'essentiel et s'atteler à résoudre un peu les problèmes que nous pouvons avoir. Je suis convaincue que lorsque l'autre je comprends la souffrance de l'autre, eh bien, je peux me mettre à sa place. Et me mettre à sa place, ça veut dire qu'il existe. Ce n'est plus du tout du virtuel, ce n'est plus du tout quelqu'un qui est désincarné. Et n'étant pas désincarné, je peux facilement avoir cette empathie, il me semble. Et donc, au niveau de l'école, ça peut se travailler, ça peut se mettre en mettant dès le plus jeune âge le travail collectif, sortir un petit peu de notre société française individualiste et faire en sorte qu'on puisse arriver à faire du collectif et nation. Mais ça ne s'impose pas, ça ne se décrète pas, ça se travaille dès le plus jeune âge. Et dès le plus jeune âge, arriver véritablement avec des jeux de rôle, je comprends ta souffrance, et puis alors ce dont Tania a souffert sur le poids, son corps, mais moi je vois énormément de jeunes filles qui s'habillent avec leur forme, qui assument leur forme, de plus en plus maintenant, ce qui n'était pas le cas avant, effectivement, qui revendiquent leur identité. Alors, moi, je suis ravie parce que justement, je dirige un lycée où on met en avant le côté artistique, le côté j'ai un petit truc en plus, et puis j'ai l'immense chance d'avoir plus de 30 élèves en situation de handicap avec du spectre autistique partout, Asperger ou autre, et ce sont les élèves qui sont les plus intégrés au sein de l'établissement scolaire parce que nous avons dès le début de l'année, mis en place des élections de délégués où ils vont mettre leurs photos, ils vont mettre en avant leurs compétences, leur envie, leur petite envie de création, d'objets qu'ils ont fait. Alors, je suis en lycée métier d'art, donc c'est pas pareil, c'est pas représentatif d'un collège lambda, d'un établissement scolaire où on ne crée pas avec des outils comme le vitrail ou le verre, mais n'empêche que lorsque les adultes sont répertoriés et identifiés comme étant le référent LGBTQ+, le référent égalité filles-garçons, le référent harcèlement dans le cadre du programme phare qui est installé maintenant dans tous les établissements scolaires, et tant mieux, et qui sont identifiés par les élèves, par les familles et par les autres collègues, eh bien, ça facilite véritablement la communication. Parce que moi, j'ai eu des situations d'élèves où l'élève avait le sentiment de ne pas être bien accepté et elle est allée voir l'adulte qui est la référente en lui disant « Moi, j'ai besoin de vous parler parce que là, ça ne va pas du tout. » Et elle a pu s'exprimer librement, on a pu faire un échange un peu plus large pour essayer de voir où se situait le problème. Je voulais juste parler de l'expérience de ce que j'ai vécu dans l'arrondissement où est situé mon lycée. Ce sont des conseils municipaux d'enfants, d'élèves de CM1 et de CM2, que tu connais très bien, dans le 5e arrondissement, où il y a 10 établissements publics et 4 établissements privés. Donc, sur les 14 établissements, il y a eu une demande faite par la maire d'arrondissement pour pouvoir désigner ou choisir des ambassadeurs ou des délégués ou des élus sur le harcèlement. C'était l'année dernière. Et elle a eu cette riche idée d'associer les primaires avec les lycées, de telle sorte que les chefs d'établissement proviseurs, puisqu'on reçoit plus tard, quelques années après, ces mêmes enfants,
puisse venir pour être en animation du conseil municipal des enfants. Donc les enfants étaient tous autour de leur table de réunion avec leur écharpe, bleu, blanc ou rouge, et ils avaient été élus, ils en étaient très fiers, avec une égalité absolue, 5 garçons, 5 filles. Donc ça déjà, bravo. Et donc il n'y a pas de domination de garçons à ce moment-là. Et les jeunes filles pouvaient s'exprimer au même titre avec quelqu'un qui contrôlait le temps de parole. Ce qui était assez intéressant pour éviter justement que certains petits garçons de CM2 ne se monopolisent, ne dirigent et ne président le conseil municipal. Et ce qui était formidable, c'est que les adultes qui étaient là, nous étions là, donc il y avait les parents en fond de la salle, comme à l'Assemblée nationale, et puis le conseil des enfants, c'est eux qui décidaient ce qu'ils voyaient, ce qu'ils entendaient par harcèlement. Comment est-ce qu'on pouvait combattre le harcèlement? Est-ce que je sais pourquoi à la cantine, on lui a versé son yaourt? Est-ce que je peux me mettre à sa place? Et quelles solutions on peut préconiser? Et comment devons-nous agir si sur le groupe de la classe, on voit arriver un message disant que l'autre, elle est moche ou qu'elle n'est pas jolie, etc. Et ils ont trouvé, à la fin de la réunion, ils ont défini... voilà, l'adulte que j'étais était juste là pour essayer de voir si le sujet, en tout cas l'ordre du jour, avait été bien respecté. Et ça avait été un événement que j'avais trouvé assez pertinent. Dès le plus jeune âge, encore une fois, il faut commencer par là. Pour revenir sur l'empathie, ça ne se décrète pas, mais on peut quand même essayer de mettre quelques actions en place qui permettront à ce que la jeunesse sache que l'autre derrière son écran, c'est aussi un humain comme lui. Oui, je suis tout à fait d'accord. Simplement, je pense que dans la lutte contre le harcèlement en milieu scolaire, il y a 2 volets. Il y a la prévention et la résolution. Là, vous parlez de prévention. Et c'est très bien et c'est absolument nécessaire. Simplement, ce qui est parfaitement clair aujourd'hui au niveau des données, c'est que les politiques de prévention, pour l'instant, empêchent 20 à 30% des faits de harcèlement. Donc ça veut dire qu'on a toute une partie résolutoire qu'il faut qu'on mette en place et qui, de mon point de vue, n'est pas pour l'instant efficiente aujourd'hui au sein de l'éducation nationale. La résolution pour moi passe beaucoup trop par l'adulte et beaucoup trop par le fait d'essayer de calmer le harceleur, assez en vain en fait. Et je pense que vraiment on devrait s'intéresser plus aux compétences des enfants harcelés. Que dire d'ailleurs des personnes qui, dans ce débat sociétal, diront que c'est peut-être pas le rôle de l'école, en fait, de s'occuper d'inculquer ce que serait l'empathie aux enfants. Parce qu'on parle souvent du fait que voilà, l'instruction, c'est à l'école, l'éducation, c'est à la maison. Est-ce que l'empathie, c'est pas quelque chose qui devrait être, je me fais l'avocat du diable ici, devrait être la responsabilité des parents? Qu'est-ce que tu en penses, toi, Tania? Est-ce que tu penses que si les parents de ceux qui t'ont harcelé petite avaient mieux fait leur travail, est-ce que ça serait passé différemment ou non, ça n'aurait rien changé? Est-ce que tu aurais aimé qu'à l'école on en parle un peu plus peut-être, si jamais ça n'a pas été le cas? Oh là, je sais pas si ça aurait vraiment changé quelque chose parce que moi déjà j'ai aussi un souvenir à l'école où il y en avait un qui m'avait fait tomber, je saignais, j'étais allée voir ma maîtresse évidemment pleurant parce que j'avais mal et ma maîtresse s'est moquée de moi. Donc je suis pas sûre, tu vois que elle m'a imité en pleurant quoi, enfin... Donc ça, je sais pas, mais l'empathie, à la base, enfin je sais pas, les parents devraient quand même l'apprendre. Après, je suis quelqu'un d'extrêmement empathe, hein, mais je sais pas, pour moi, ouais, c'est la base. C'est la base. Et en même temps, il ne faut pas oublier non plus, et là je cite un autre chercheur, je regarde Emmanuel, mais il s'appelle Éric de Barbieux, qui travaille aussi sur la question de la violence scolaire depuis 30 ans, je crois, et donc du harcèlement, qui est une violence, et qui dit que dans l'institution scolaire, il ne faut pas oublier non plus que parmi les adultes, il y a une bonne partie des enseignants, près de 20%, qui se disent harcelés par d'autres collègues. Donc comment faire en sorte que finalement on puisse résoudre ce problème, lorsque ce problème se pose même avec les pairs, chez les adultes? Est-ce qu'on peut se dire que... Ce que je disais tout à l'heure sur les réseaux sociaux, la plupart des gens qui m'insultent aujourd'hui, c'est les parents et les grands-parents. Et dans l'institution, on a exactement ça. Et les lois sont là pour cela aussi. Je pense qu'il ne faut jamais hésiter, il ne faut jamais avoir la main qui tremble pour saisir les textes de loi, pour les faire appliquer. Mais il ne se passe pas grand-chose derrière. Mais justement, c'est ça qu'il faut aussi revoir. Et puis, il faut faire une enquête pour trouver l'identité de la personne. C'est là où, s'il y a les cartes d'identité, qu'il y a l'identité, déjà, il y a quelque chose qui est... Il y a une étape où ça va un petit peu plus vite. Tout à fait. Parce que c'est très facile d'être caché derrière ce vomito
que sont les réseaux pour pouvoir balancer son aigreur, sa méchanceté ou sa haine devant quelqu'un ou sur quelqu'un parce que tout simplement on n'est pas d'accord ou on ne partage pas sa liberté. Encore une fois, je pense qu'il faut commencer par le plus jeune âge, faire en sorte qu'une société ne s'oublie pas et n'oublie pas sa jeunesse, ses enfants, en les amenant petit à petit à comprendre que derrière un écran, c'est un humain et qu'il faut absolument travailler sur la question de l'autre. Peut-être aussi apprendre à nous parler sans être devant des écrans. Moi, je suis souvent effarée quand je vois des groupes de jeunes dans les cours de récréation, tous devant le lycée plutôt, parce que dans l'établissement, les téléphones sont interdits, hein, et encore heureusement. Ce serait vraiment bien si les parents pouvaient ne pas forcément donner des téléphones avec tous les réseaux ou tous les abonnements qui vont avec, mais juste pouvoir joindre son enfant parce que c'est sécurisé de se dire il est sorti, il a un trajet à faire, je veux savoir s'il rentre parce que nous travaillons tous et chaque parent fait comme il peut. Donc je partage ce point de vue où on peut peut-être faire des téléphones un peu plus simples et pas être obligé d'être inscrit à tout. Mais en même temps, lorsque je les vois souvent devant l'établissement ou dans les parcs regroupés entre soi, je dis, ça va, vous vous êtes vus pour parler? Oui, on est en train de on était en rendez-vous, on s'est vus. Mais en fait, chacun était sur son téléphone. Chacun était dans l'extension de son bras, dans son univers, dans son monde. Et pour eux, c'était un moyen de se voir. Et ça aussi, ça doit nous interroger quelque part, puisqu'on est vraiment isolés, même si on est ensemble. Mais les adultes sont comme ça aussi. Hein. Mais les adultes devraient changer. Je pense que les adultes devraient changer. C'est un peu trop tard pour certains. Il faudra refaire des tas de choses, mais pour l'instant, occupons-nous de notre jeunesse, occupons-nous de nos élèves, occupons-nous de nos enfants et faisons en sorte qu'ils ne soient pas dans l'exemple de ce qu'on est en train de décrire. Absolument. Et tu parles de la jeunesse, j'ai envie de donner quelques petits chiffres justement que j'ai, parce que selon les résultats parce que maintenant il y a une enquête de harcèlement, donc les résultats remontent. Les résultats qui sont publiés sur le site de l'éducation en 2023, auprès de 21 000 élèves tout de même, du CE2 à la terminale, eh bien les victimes de harcèlement, ce serait 5% des écoliers du CE2 au CM2, 6% des collégiens et 4% des lycéens. Alors on peut se poser des questions sur la passation des consignes, à quel point est-ce que certains sont en confiance pour dire ce qu'il en est, mais la question que j'ai envie de poser, c'est finalement qu'est-ce qui fait que la question du harcèlement, autant dans les spots publicitaires que dans le débat public, j'ai l'impression qu'elle se pose souvent pour les collégiens et les lycéens. Alors on l'a vu, on a entendu que dans ton expérience, quelque chose qui est arrivé très très tôt, en élémentaire finalement. Pourquoi est-ce qu'on minorise ou on ne parle pas de ce qui se passe beaucoup plus tôt? Parce que pouvoir aborder le problème dans son entièreté, pouvoir apporter des solutions, c'est aussi s'intéresser à la source, ou en tout cas au moment où ça peut arriver le plus tôt possible. Pourquoi est-ce qu'on n'en entend jamais parler ou est-ce qu'on ne parle pas dans le débat public de ce qui se passe à un très jeune âge d'après vous? Aucune idée. Je pense que le professionnel Emmanuel professionnel saura beaucoup... Alors, je pense qu'on en parle. Hein. Je pense que, notamment parce que les enfants de primaire, de l'école élémentaire, en parlent beaucoup plus aux adultes. Les enfants de l'école élémentaire, tu es mieux placé que personne pour le savoir, ils ont confiance dans l'adulte. Au collège, moins. Il n'y a pas la peur aussi de l'autre? Bien sûr. Oui. Il y a la peur, il y a la honte, il y a ce fameux biais de désirabilité en fait, qui fait qu'ils ne remplissent pas les questionnaires correctement. Moi, quand ce questionnaire a été passé, j'en ai eu dans mon cabinet à cette période-là, ils m'ont tous dit, moi, je n'ai pas du tout dit que j'étais harcelée parce que le papier, il passait... les gens pouvaient le voir. Enfin, je veux dire, donc il est hors de question que je dise quoi que ce soit. Donc ces chiffres sont faux. Je pense qu'en ce qui concerne le collège, vraiment, ils sont extrêmement sous-estimés. En revanche, je pense qu'au niveau de l'élémentaire, c'est assez juste. Après, quand même, je pense que en primaire, comme je le disais tout à l'heure, comme je le disais tout à l'heure, c'est une génération de parents très anxieuses par rapport à ces compétences sociales. Souvent, on met le mot de harcèlement sur des choses qui sont plutôt des disputes. Voilà, les disputes, c'est pas très grave. Enfin, je veux dire, on peut se disputer, voilà, qui sont plutôt des escalades symétriques, en l'occurrence, un peu comme dans la guerre des boutons ou des choses comme ça, mais qui sont pas du tout du harcèlement. Et on met un peu le mot harcèlement assez rapidement en place. Maintenant, je suis parfaitement d'accord avec toi. L'exemple de Lou avec Rose, c'est des choses qu'on peut faire vraiment très tôt. Et quand un enfant apprend très tôt, et quand une petite fille apprend très tôt,
à faire respecter son intégrité, c'est quelque chose qu'elle va avoir toute la vie avec elle, en fait. Et c'est ça que je trouve, en effet, tout à fait important. Merci. J'ai envie de vous poser une dernière question, parce que l'émission touche à sa fin. C'est est-ce que, peut-être sous forme d'anecdote comme tu l'as fait là, est-ce que vous auriez un conseil, une anecdote, quelque chose à partager pour éventuellement aiguiller les parents, les curieux, les curieuses, ceux qui s'intéressent au monde de l'éducation ou pas, ceux qui s'intéressent au phénomène du harcèlement, pour les aider à penser le phénomène ou une solution peut-être à apporter aux personnes qui seraient dans ces situations-là? Alors moi, pour avoir vécu le harcèlement, et encore que ce que j'ai vécu, je l'ai moins mal vécu que d'avoir vu d'autres personnes se faire harceler. Au collège, j'étais dans la classe de quelqu'un qui avait la mucoviscidose et un autre qui avait un retard mental. Eux ont véritablement vécu l'enfer. Véritablement. Jonathan et Thibaut, je pense très souvent à eux d'ailleurs. Vraiment très souvent, je fais même des rêves. Parfois, eux, ils ont vécu l'enfer. Donc bref, donc moi, c'était pas cool du tout ce que je vivais. Mais je crois, en tout cas j'espère, je pense que il faut garder les épaules. Il faut avoir les épaules pour vivre ça. Faites des blagues, faites comme vous. Ça donne une rage pour la suite. Je pense que la rage que j'ai eue après dans mon travail, dans tout ce que j'ai voulu mettre en place, est aussi liée certainement à ce que j'ai vécu quand j'étais enfant. Donc tenez bon. Et ceux qui m'ont fait chier quand j'étais à l'école, si vous les voyez aujourd'hui. Le karma existe. Voilà, le karma existe. C'est pas bien ce que je viens de dire. C'est top. Mais je trouve que c'est mérité. C'est la vérité. C'est la vérité. En même temps, donc c'est ça qui est important. Au niveau conseil, moi je voudrais aller sur 3 points. Sur l'institution d'abord, notre institution, l'École de la République. L'inviter à être dans du concret, beaucoup plus dans du concret que de la théorie. C'est-à-dire former durablement les adultes pour qu'ils puissent détecter et être présents et entourés. Ça commence par là, d'abord. Et cette institution de notre École de la République française, elle se doit d'être à la hauteur de cette souffrance de la jeunesse. C'est une réalité première. Ensuite, au niveau des familles, eh bien, essayez de faire en sorte de dire à vos filles que vous les aimez autant que vous aimez vos garçons. Si vous dites « ma fille, tu es belle, je t'aime »,« mon fils, tu es beau, je t'aime », ils vont grandir en n'étant pas comme Rose, n'osant pas et allant toujours aller chercher auprès une protection. C'est-à-dire que ça suffit. Les filles ne sont pas faibles et les filles n'ont pas à aller chercher toujours la protection. Donc elles vont exister par elles-mêmes pour pouvoir faire face. Parce que malheureusement, comme elle l'a dit, il y en aura toujours des harceleurs. Les professeurs, je l'ai dit, les familles, je l'ai dit, mais c'est surtout les élèves qui m'intéressent le plus. C'est notre matière première. Ne restez jamais isolés. N'ayez jamais peur d'aller dire, comme l'exemple que tu nous as partagé au tout début de cette émission, où elle est venue, parce que tu étais tout nouveau dans la cour, elle est venue vers toi et elle t'a dit quelque chose, elle t'a donné quelque chose, elle t'a confié quelque chose. Donc j'invite toujours les élèves à alerter, à dire les choses et à ne pas se taire, justement, parce que c'est taire des violences qu'on subit, c'est taire les brimades, les petits mots glissés, etc., que ça commence à grossir et qu'on finit par s'étouffer. Avant, je pense du côté-ci du banc, on est du siècle dernier, n'est-ce pas? En tout cas moi. Surtout moi. Oui. En tout cas moi, nous n'avions pas de téléphone, il n'y avait pas de réseau, mais je pense que le harcèlement existait. Tout comme ça existe aujourd'hui, mais ça a pris une plus grosse ampleur parce que c'est visible et que ça se voit de plus en plus et ça s'est accentué à cause de ces réseaux avec lesquels on ne peut pas non plus faire sans. Voilà. Merci beaucoup. Moi, très rapidement, ce que j'ai un peu dit déjà, je pense que vraiment notre posture d'adulte de la communauté éducative, que ce soit les parents ou les enseignants ou voilà, tout ce qui est périscolaire, etc., et je suis d'accord, les CPE jouent un rôle absolument incroyable, et les AED aussi, parce qu'ils ont encore un pied dans l'adolescence, en fait, et donc c'est des confidents, en fait, pour les enfants harcelés, les assistants d'éducation. Je pense vraiment qu'il faut réfléchir en se disant qu'on est souvent beaucoup plus autonomisant, beaucoup plus aidant quand on se met à côté des enfants et pas entre eux et le monde. Merci beaucoup. Merci à toutes les trois pour le temps consacré.
les expériences, l'expertise partagée, ainsi que les conseils prodigués. Je tiens également à remercier toute l'équipe d'Histoire Crépue de m'avoir donné l'opportunité d'animer cette émission en donnant vie à un projet qui n'était qu'une idée au départ. J'espère que celle-ci vous aura plu et surtout qu'elle vous aura été utile. C'était Histoire extrascolaire, l'émission qui offre un espace de parole et de réflexion pour les acteurs et actrices du terrain à destination des acteurs et actrices du terrain. À bientôt pour un nouveau sujet. Allez, salut.